Bonsoir tout le monde, ou bonjour, ça dépend de quel endroit vous nous regardez ou vous nous écoutez, Sarah et moi. Quand on s'est écrit la dernière fois, ce serait bien qu'on fasse un podcast toutes les deux pour faire connaissance l'une et l'autre. Je lui ai dit, bah ouais, pourquoi pas. Et donc, on va démarrer comme ça, de but en blanc, sans préparation, sans question. C'est parti, vous êtes à côté de nous, dans un café où vous entendez le barista préparer les boissons chaudes autour de vous. Il y a des petits bruits de fond et vous êtes sur la table, assis ou assise près de nous et on va discuter ensemble pour faire connaissance. Salut Sarah. Salut, j'adore l'introduction, ça nous a directement mis dans l'ambiance. Total impro. Si tu veux bien, il y avait juste une chose du coup sur laquelle je m'étais particulièrement arrêtée et je pense que tous ceux qui te lisent sur Substack, c'est ce qu'ils voient certainement le plus aussi, mais c'était la relation que tu as par rapport au cacao. Je pense que tu dois tellement en parler déjà, mais en fait moi j'avais jamais entendu parler de ça de ma vie avant de te voir écrire dessus. Du coup ça m'a beaucoup surprise et je m'étais demandé enfin, comment c'était possible d'avoir une telle relation avec, du coup, cet élément. Et en fait, en quoi est-ce qu'il y a quelque chose d'aussi simple, entre guillemets, pour moi, ça peut amener à ce que tu vis avec, en fait. Enfin, j'ai trouvé ça incroyable. C'est une bonne question d'introduction, d'autant plus que je suis dans une période où cette relation avec cet esprit de plante est en train de changer. Alors, je vais répondre à ta question déjà par rapport au cacao. Peut-être de ton point de vue, tu as l'impression que c'est juste une boisson. Mais en vérité, le cacao dont je parle, c'est une plante médecine. C'est comme si tu me disais, mais comment peux-tu construire une relation avec le tabac, ou avec le cannabis, ou avec le café, ou avec la coca, ou avec la chile et millefeuille, ou la menthe, ou l'arbre, le noyer, peu importe en fait. Toutes ces plantes, euh, médecine ou pas, mais la plupart sont médecine quand même, sont des êtres vivants, des esprits de plantes qui ont une vibration, qui ont une essence. Et comme nous sommes des êtres de vibration aussi et d'essence, on se connecte avec ces êtres vivants végétaux. Et en l'occurrence, dans mon cas, le cacao sacré, c'est se connecter aux fruits de cette plante sacrée. En fait, ça n'a rien à voir avec ce que tu peux imaginer de cacao en poudre, ou de cacao Mm. cru, ou de chocolat. C'est une façon de, c'est une façon de traiter la plante, de la collecter et de la préparer, qui est faite de façon ancestrale, euh, avec des racines mayas, toltèques, olmèques et toute l'histoire des ancêtres et de la cosmologie et cosmogonie de ces peuples-là, qui rentrent dans le rituel de la du préparation du cacao. C'est très chamanique, en fait. C'est très Ok. chamanique. Et je parle beaucoup, beaucoup, beaucoup du cacao sur mon blog parce que ça a été l'esprit de plante, le guide spirituel qui m'a amené là où je suis aujourd'hui à faire ce que je fais avec cette nouvelle vie et tous ces changements radicaux. Parce que c'est une plante qui va ouvrir ton cœur, qui va libérer tes émotions, qui va te donner une clarté mentale, qui va te faire te diriger en fonction de tes vrais désirs d'âme, de tes vrais désirs de cœur, de suivre cette voie à fond. Euh, Comme je te disais, c'est très chamanique, donc ça va jouer sur ton aura, ton âme, tes pensées, mais aussi beaucoup sur ton corps, parce qu'il y a des changements au niveau vasodilatateur, cardiaque, enfin c'est vraiment très très complexe. Et le jour où j'ai démarré le travail avec cette plante médecine, en fait, ça m'a ouvert énormément de choses. Ça a changé ma vision, ça a ouvert mon cœur, enfin notre cœur, parce que mon mari et moi, on a été tous les deux dans ce grand voyage. Et donc, depuis 5-6 ans, eh ben, on a démarré plein de changements de vie.
de quitter son boulot, de créer quelque chose de nouveau, de suivre ses désirs sans avoir peur, entre guillemets, sans écouter le regard des autres, de partir voyager longtemps, de faire des achats en se disant fou, mais incroyablement nourrissant, de se dire ok, on change de vie, de quitter notre île et de venir au Portugal, se dire qu'on va rénover quelque chose. Enfin, tout ça, c'est un cheminement qui a pris quand même plusieurs années, mais qui a démarré vraiment avec le cacao. Et pour en revenir au début de ce que je t'expliquais, eh ben, maintenant qu'on en est là, avec cette nouvelle vie, cette rénovation au Portugal, eh ben, j'ai l'impression que ma relation avec le cacao se termine. Parce qu'elle m'a apporté tout ce dont j'avais besoin pour arriver là où j'en suis aujourd'hui, et que son travail est terminé. Ok, c'est incroyable. Donc ça veut dire que, enfin, je pense que c'est peut-être de ce point de vue-là, mais tu penses ou tu sais que du coup c'est arrivé dans ta vie à un moment où tu en avais besoin pour t'accompagner jusqu'à ce que ça fasse son travail en fait. Complètement. Dans ma vie et dans notre vie, celle de mon mari aussi, puisqu'on a tout fait finalement en binôme, enfin on vit vraiment les choses à deux depuis tellement d'années déjà, mais le cacao nous a vraiment a été notre boussole commune. Et à tous les deux, ça a bouleversé pas mal de choses dans notre vie, dans notre façon de penser, façon d'être. Euh, et oui, j'ai l'impression aujourd'hui que ça nous a amenés jusque-là et que maintenant, je dis elle parce que c'est vraiment une relation comme avec un être vivant. Cette médecine, elle me dit, ok, maintenant je t'ai amené là et je peux te dire au revoir. Tu as ton chemin à continuer, peut-être avec d'autres plantes médecine, peut-être avec d'autres pratiques, peut-être avec rien du tout de spirituel. Mais là, c'est bon, j'ai fait mon job. Je peux te laisser à ta nouvelle vie. Et moi, de mon côté, c'est pareil, parce que souvent, je me dis, allez, j'essaie de reconnecter. Tu sais, j'essaye un peu de forcer la chose en me disant, non, c'est pas possible. Je faisais des cérémonies, j'ai reçu des chants, je faisais des grandes choses avec le cacao. Et là, aujourd'hui, j'arrive plus à le préparer, j'ai plus les mêmes effets, j'en ai moins envie. Je me dis, mais il y a quelque chose qui est fini. Et en fait, Hmm. ça fait des mois et des mois que j'arrive pas à le reconnaître que c'est fini. Et je m'accroche à un truc. C'est fou, je vous parle d'une relation avec une boisson chaude, quoi, sérieux. Vu comme ça peut être vraiment bizarre, mais il faut l'appliquer à vraiment comme une relation avec un être spirituel, comme un guide spirituel. Voilà. Donc aujourd'hui, je ne sais pas encore, mais le cacao est gentiment en train de me laisser et je suis en train de le laisser aussi. Mais je laisse derrière moi un énorme paquet d'articles, de contenus, de transmissions, de Mhm. vidéos, tout en libre service pour tous ceux et celles qui veulent démarrer avec cette médecine. Et c'est incroyable parce que oui, t'en parles comme une relation. Alors moi, j'ai jamais vécu quelque chose comme ça. En tout cas, pas au travers d'une plante et de rituels de ce style, mais euh, c'est pas quelque chose où je me dis ah c'est ridicule ou quoi. J'y crois. J'ai déjà vu plein de rituels en regardant des vidéos sur des tribus, comment ils relationnaient avec le vivant. Donc en fait, je trouve ça magnifique. Et je pense que c'est justement quelque chose qui nous manque cruellement dans nos vies, en fait, enfin dans nos sociétés qui sont totalement déconnectées de ça. Enfin, je pense, tu en parles à la plupart des Ouais. gens aujourd'hui, on est peut-être globalement un peu plus ouvert à ça, mais c'est encore vu comme quelque chose de un peu fou, un peu trop mignon, tu vois. Enfin, c'est pas pris au sérieux du tout. Mhm. Et quand on parle, bah, dans tous tes articles, on sent que non, c'est vraiment un truc que tu vis vraiment, ça t'a vraiment bah, transformé, j'imagine, sur plusieurs plans. Et enfin, c'est dingue en fait. Je trouve ça incroyable. C'est une médecine, en fait, à chaque fois on pense que les médecines, ce sont elles qui nous apportent quelque chose. Mais en réalité, c'est nous qui portons déjà tout, et ces médecines-là nous les montrent à l'intérieur de nous. Elles sont juste là en fait pour dire ok, je t'ouvre ce canal, ce canal, ce canal, je te coupe ce mental, je t'ouvre cette valve et tu vas voir, tout est déjà là. Il suffit juste d'arrêter de te couper de ça, de ça, de ça, d'activer le don de ça, de ça, de ça, et tu verras que tout est déjà là. Et en fait, le cacao comme d'autres médecines, c'est juste que tu te reconnectes à ton toi véritable, tu t'écoutes vraiment,
Tu as tes propres pensées et pas ce qui tourne en boucle autour de toi, comme injonction ou comme conditionnement. Tout ça, c'est viré. Bon, le temps d'une petite cérémonie, hein, mais 20 minutes, 1 heure, 3 heures. Mais n'empêche que quand tu as goûté à ces états de clarté mentale et de clarté de vision et d'écoute du cœur, tu te dis, purée, mais en fait, je suis vraiment comme ça sous toutes mes couches et je veux rester comme ça. Et je veux suivre ce que j'ai vu là pendant 20 minutes, 30 minutes, 1 heure de cérémonie. Je veux que ce soit comme ça tout le temps. Je veux être moi. Et c'est là où tu choisis ou pas de continuer à être toi après une prise de cacao ou de champi ou d'ayahuasca ou de plein d'autres choses qui peuvent te montrer la voie intérieure en fait. Et quand tu prends enfin, je sais pas si tu as déjà testé plein d'autres substances, enfin, de plantes, mais quand tu as ces prises de conscience où tu te sens beaucoup plus enfin, dans ta vérité, connecté à toi, euh, qu'est-ce qui fait que tu peux des fois redévier complètement de ce que t'es vraiment? Parce que, enfin, j'imagine que ça a dû t'arriver, tu sais, d'être hyper connecté et puis les jours passent et enfin, t'es reparti dans un tourbillon. Oui, complètement. Tu repars dans le quotidien, tu repars dans la vie humaine finalement. Tu repars dans les relations, ben, ton quotidien d'incarné qui peut parfois prendre énormément de place, qui peut te rendre stressé et te faire oublier complètement cette petite bulle que tu avais ouverte à un moment donné. Mais n'empêche que, en même temps, c'est bien aussi de revenir dans ce quotidien très terre à terre parce que c'est là où tu vois la différence entre les deux moments. Et c'est là où tu te dis, ou pas, euh, ben, cet état-là, il me convient bien mieux que cet état-là, et je veux continuer à en être, ou pas. Tu peux avoir des personnes qui ont vécu quelque chose d'extraordinaire en cérémonie, en rituel, en voyage chamanique, et même pas, parfois c'est juste en méditation ou pendant un coucher de soleil. C'est très fort, mais elles vont le vivre qu'une fois, elles vont s'en souvenir toute une vie, et le reste du temps, elles vont vouloir rester dans leur quotidien. Ou bien, ça va être très fort, et elles vont se dire, mais moi je veux vivre ça tous les jours de ma vie, ce qui n'est pas viable non plus, parce qu'il faut aussi avoir les pieds sur terre. C'est toujours une question d'équilibre aussi. Mm. Ouais, c'est vrai. Mais vivre les deux te permet de savoir ce qui existe dans tous les états de ton être, et donc de choisir à la fin lequel tu veux. Mm. C'est quelque chose que parce que je sais pas si tu en parles sur tes articles. J'ai dû le louper, mais c'est quelque chose qui est dans ta vie depuis que t'es petite, ce genre de choses ou enfin est-ce que tes parents étaient déjà un peu connectés à ça? Est-ce que c'est toi qui t'es ouverte à ça plus tard? Parce que je trouve ça fascinant. Tu sais comment est-ce qu'on arrive à ça en fait? Euh, Il y a un petit peu des deux. Je pense que j'ai été assez préposée à ressentir les choses, euh, vouloir savoir ce qu'il y a derrière le voile, enfin vraiment des notions un petit peu abstraites et spirituelles, des grandes notions. Je pense que ça a toujours été quelque chose qui m'a collé à la peau parce que j'ai toujours aimé faire voyager mon esprit, mon âme. Autant dans la musique, les musiques épiques, autant dans les films de science-fiction, dans les films de fantasy. J'ai toujours aimé être dans d'autres mondes Mhm. qui montrent, à travers leurs histoires, des choses, des états, des animaux, des êtres, des lieux qui ont pu être, je pense, ou dans lesquels on a pu vivre aussi. Et en fait, c'est que des reconnexions mémorielles, je pense. Je pars un peu loin, j'ai l'impression. J'essaie du thé, hein, si Oui, jamais. il faut préciser. Mais je pense que j'ai toujours eu cette notion. Ouais, cette notion voilà, d'au-delà et d'énergie et de choses intangibles. Mhm. Mais c'est resté un peu en second plan. Et il y a eu vraiment une cassure il y a 10 ans maintenant d'ailleurs, quand mon papa est décédé. Là, quand mon papa est décédé, avec ma mère, on a vraiment eu un énorme shift, une prise de conscience. On s'est posé beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. D'autant plus qu'on avait des manifestations
on appelle ça paranormal aujourd'hui, dans la maison de mon papa. Donc, on avait plein de questions, on a fait énormément de recherches, on a vécu un énorme éveil spirituel. Moi, je passais de vidéo en vidéo, d'article en article et je découvrais un petit peu le poteau rose. J'allais de plus en plus profond dans le rabbit hole. Je découvrais plein de choses dont je n'avais jamais entendu parler, mais qui me parlaient énormément. Parce que j'avais des gros frissons, parce que je me mettais à pleurer, des états physiques que je ne comprenais pas, mais qui étaient en fait des réponses à mon âme, en fait. Donc j'ai eu un énorme éveil spirituel dans ce sens-là, il y a 10 ans, et qui donnait aussi des réponses à toutes ces petites connexions que j'avais, dont je te parlais juste avant, étant plus jeune, mais qui je n'avais pas de mots pour mettre dessus. Et, et donc, de fil en aiguille, je suis rentrée dans le milieu ésotérique, spirituel, et voilà, et je me suis lancée dans les tarots, dans l'intuition, j'ai développé pas mal mes canaux, voilà, j'ai lu beaucoup de choses, j'ai beaucoup appris, j'ai fait des formations, jusqu'en 2019-2020, où là, le cacao est arrivé, ça a été encore un autre level. Et voilà, ça a été un peu comme une ascension pendant 10 ans dans tout le domaine ésotérique spirituel, éveil, et jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est que les 10 dernières années de ma vie. D'accord, d'accord. Et ouais, ça passe vite en 10 ans. Punaise. Mm. D'accord. Et Voilà. aujourd'hui, avec tout ça, est-ce que tu as l'impression que ta vie aurait été moins bien si t'avais, enfin, comment dire? Parce que tu sais, la plupart des gens aujourd'hui, enfin, que je connais, ils sont pas du tout dans ces trucs-là. Après, quand on s'y intéresse, on rencontre des personnes qui sont là-dedans et bah forcément, on les attire, hein, c'est normal. Mais Oui. je me dis, est-ce que tu penses que vraiment la vie de tous les êtres humains serait meilleure si on avait tous plus de liens avec la spiritualité? Je sais pas, par exemple, si on avait tous un peu de plus de tarot dans nos vies, de plantes, de prières peut-être, je sais pas. Non, je pense pas. Je pense que chacun est là déjà pour faire son propre chemin. Et il y en a qui ont choisi de faire un chemin sans spiritualité, tout simplement. Hmm. Euh, c'est propre à chacun, c'est propre à chaque religion, à chaque région. C'est vraiment différent pour toutes les parties de la Terre. Euh, Néanmoins, je pense que les choses seraient différentes globalement si, comment dire, mon point de vue, hein, Ouais. si Hmm. tout le monde avait la notion qu'on n'est pas séparé du vivant, déjà d'une part, et qu'il existe au-delà de notre plan physique d'autres choses. Si on savait qu'on reconnaissait ces plans-là, on aurait beaucoup plus la notion euh, de bien commun sur la Terre et du fait que c'est des phrases bateaux, mais malheureusement c'est les seules que j'ai, et du fait qu'on est tous reliés et qu'on est tous dans le même bateau, quoi. On est tous sur le même vaisseau et que si on reconnaît pas les êtres vivants au-delà de notre plan, eh ben il n'y a pas d'interaction et donc il n'y a pas d'évolution et donc pas d'harmonisation. Parce que qu'est-ce que je peux donner comme exemple simple? Typiquement, on arrive dans un endroit. Voilà, je prends mon exemple avec le fait que je suis arrivée sur un nouveau terrain, une nouvelle terre, un nouveau pays. Je suis étrangère ici, moi. Je suis pas portugaise, j'ai jamais vécu. Enfin, il y a 25 ans, oui, mais on prend les choses aujourd'hui. J'ai jamais vécu ici. Et j'arrive, j'achète un terrain, j'achète une maison et c'est ma place. Mais non, ce terrain, il était là bien avant moi. Les rochers, Hmm. ils étaient là bien avant moi. Les animaux qui y passent toute l'année, ils étaient là bien avant moi. La maison, elle a plus de 100 ans. Il y a des gens qui ont vécu dedans. Elle a une âme. Donc non, j'arrive pas comme ça, en terrain conquis. Hop, j'achète, c'est à moi. Énergétiquement parlant, c'est pas possible. Il y a des esprits du lieu, il y a des élémentaux, il y a des végétaux. Tout ce petit peuple-là, il était là avant moi. Il a des choses à me transmettre. Et moi, j'en ai des frissons. J'ai des choses à leur apporter pour leur dire merci de m'avoir accordé ce terrain à moi. Merci beaucoup.
Et merci de m'offrir une terre dans laquelle je vais pouvoir faire pousser des choses pour manger. Merci de m'octroyer 2 sources d'eau dans lesquelles j'ai 2 puits avec une eau fraîche potable. Merci, merci, merci à tout cet univers invisible mais bien présent de m'accepter. Là, je prends l'exemple d'un terrain qui fait 8000 mètres carrés. Mais si tout le monde faisait ça sur Terre, eh ben, il y aurait une relation d'invisible et de non visible, et de visible, pardon, qui serait harmonieuse parce qu'on travaillerait tous les uns avec les autres. Et, et je pense qu'il y a plein d'endroits qui iraient mieux. Et donc plein de gens qui iraient mieux. Mm. Et aussi, les gens réaliseraient que avant eux, il y a eu des vies et donc ils ont aussi des ancêtres qui sont toujours présents dans le monde invisible. Parce que là, on va dans les lignées maintenant en se disant, si on reconnaissait que dans nos lignées, il y a des personnes bienveillantes qui sont là aujourd'hui pour nous aider à avancer dans notre vie quotidienne, si on les reconnaissait et qu'on les écoutait, on aurait peut-être une vie qui se déroule mieux, plutôt que d'aller à contresens et de pas écouter. Je me perds un peu dans plein de sujets différents, mais en fait, ta question, elle est assez complexe. Parce que on pourrait vivre déconnecté de la spiritualité, mais la spiritualité, c'est quoi? Ah bah ça, c'est la La question. spiritualité, c'est juste vivre. C'est juste vivre tout ce qu'on a à vivre. Mm. Ouais, oui, parce que spiritualité, on va C'est toujours chercher. complexe. La spiritualité, c'est pas tout le temps avoir la tête dans les étoiles, chanter des hymnes, méditer. La spiritualité, parfois, c'est juste traverser la merde, les problèmes, et se dire, ok, je suis venue pour ça, purée, c'est dur, mais j'ai la force, je suis soutenue, et demain, j'aurai un autre challenge, mais je grandis. C'est ça aussi la spiritualité. Ouais. Bah, c'est bien ce que tu dis parce que c'est vrai que souvent, enfin, moi, je sais qu'au début, quand j'ai découvert la spiritualité, du coup, mais plus dans le sens connexion avec l'invisible, essayer de faire des sorties de corps, ce genre de choses. Pour moi, c'était que ça, la spiritualité. Et en fait, au fur et à mesure des années, je me suis dit, mais déjà, tout ce que je traverse en termes de difficultés et tout ça, ça fait grandir, donc c'est aussi spirituel au final, même si c'est très matériel et ancré, bah, j'avais finalement l'impression de plus la vivre en étant très ancrée qu'en essayant tout le temps de partir là-haut. Parce que finalement, ça m'aidait pas toujours autant que ce que je pensais. Donc, Ben, c'est ça le secret en fait. Le secret, c'est d'être juste là, ancré mm, dans tes baskets, les pieds sur terre, et de vivre ta vie incarnée. Les outils qu'on a pour partir en voyage ou pour faire des décorporations ou voyage chamanique ou vision, en fait, ce sont des outils pour aller chercher des réponses à tes questions, les ramener dans ton plan matériel et en faire quelque chose. C'est pas ouais. juste oh, j'ai fait un super voyage, c'est cool. Bon, on recommence quand? Non, en principe, tu reçois des messages bien puissants, tu as des indications et quand tu reviens, t'es censé mettre ça en place. Mm. Oui, ouais, mettre de l'action dessus parce que sinon, c'est vrai que tu peux juste rester coincé en fait un peu dans cette petite bulle agréable, genre de spiritualité. Et puis après, t'en fais Ouais. rien et c'est là que tu te retrouves des fois un peu, j'ai pas d'autres mots, mais perché. Enfin, tu sais, il y a des personnes, Oui, on dit qu'elles sont ben oui. perchées dans la spiritualité. Bah, c'est vrai que j'ai pu en rencontrer où il y avait plus rien de très ancré, tu vois, et ça partait très loin. Mhm. Donc ouais. Oui, après, on peut aussi rentrer dans le sujet des dérives, tout le tralala, mais si on en reste au sujet basique, il Oui. suffit juste ouais, de rester ancré et de faire le job, en fait, une fois qu'on revient ici. Parce que, ben, tu t'es incarné là, meuf, j'ai envie de dire. Tu t'es incarné là, c'est pas pour rien. Donc, si t'es venu là, depuis là-haut, en te disant, purée, ok, je vais m'incarner cette fois parce que j'ai ça, ça, ça à faire, bah fais-le. Ouais. Sinon, quel intérêt, quoi? Sinon, reste un être de lumière là-haut et puis attends un petit peu, quoi. Bon, Et voilà, c'est mon point de vue. oui, ah non, mais je suis d'accord avec, hein, parce que en fait, c'est un sujet. C'est pour ça que j'ai bien aimé en fait tes partages,
parce qu'en fait, pendant très longtemps, je m'étais complètement éloignée du coup de la spiritualité, enfin comme on peut l'entendre hein, de façon générale, parce que j'ai fait des rencontres qui m'avaient pas traumatisée, mais c'était trop. Ça avait été trop loin et moi-même, je m'étais complètement perdue. J'étais devenue, enfin, je planais complètement tout le temps en fait. Je parlais de choses que je connaissais Mhm. pas, j'étais dans mon mental non-stop en pensant recevoir des messages que je ne recevais pas. Et j'ai rencontré après heureusement d'autres personnes qui étaient vraiment les pieds sur terre, mais aussi très spirituelles et qui m'ont fait des trucs incroyables, qui m'ont beaucoup aidé. Mais j'ai eu peur de ça. À un moment donné, je me suis éloignée de toute cette partie-là, de tous ces gens-là, parce que je me suis dit, j'ai l'impression que ce ne sont que des gens totalement perchés qui m'ont perché aussi. Et du coup, en fait, en lisant ce que tu écrivais, je me suis dit, c'est cool parce qu'en fait, je sens dans tes écrits que tu as un sacré ancrage et que c'est, enfin, tu parles de toi, ce que tu vis vraiment. En fait, on sent qu'il y a une authenticité et que tu parles pas juste parce que tu penses avoir ressenti des choses. Enfin, ça se sent, je pense, en fait, chez une personne à force quand on a vécu aussi plein de trucs. Et oui, dis-moi. J'allais te dire que c'est pareil de mon côté, après toutes ces années de côtoiement de praticiens ou de guérisseurs ou peu importe, il y en a toujours que 1 sur 10 en fait qui est vraiment ancré très profondément euh, puissant et utile dans ce qu'il fait. Et, et la plupart du temps, eh bien, ce sont les personnes qui ont soit le plus souffert, soit qui ont été le plus blessées, qui sont mieux à même de t'apporter guérison, en fait, puisqu'ils ont traversé eux-mêmes la boue. Et, et en général, moi, de ce que j'ai connu, ce sont ceux qui t'apportent le plus. Et puis aussi, qui font pas de bruit. Et qui font pas de bruit, qui ne parlent pas tout le temps de ce qu'ils font. Et c'est là où se cache leur puissance, en fait. Mais tu l'apprends qu'avec l'expérience et avec plusieurs années de rencontres, etc. Sinon, le reste, c'est que du superficiel. Exactement. Ah, c'est absolument ça. C'était, je crois, mon mari me disait quoi? Ils ont un proverbe en Tunisie qui dit qu'une bouteille pleine ne fait pas de bruit. Et j'aimais bien ça parce que je me suis dit, ben oui, c'est un peu ce que j'ai pu remarquer à force. Enfin, j'ai Mm. rencontré une fois un guérisseur qui parlait jamais de lui, il faisait pas sa pub. Et ce mec, il faisait des trucs que je ne comprends pas. Mais en gros, il travaillait avec des objets invisibles. Il coupait des liens et en fait, ça marchait vraiment. Mais il disait rien, il demandait pas d'argent, il t'expliquait même pas ce qui se passait. Il te disait juste, il y a pas besoin d'expliquer. De toute façon, même moi, je sais pas l'expliquer. Mm. Et en fait, c'est souvent des gens comme ça où je me disais, bah ouais, c'est sérieux quoi là en fait. Et il Tu le parlait pas de ressens notion en de général quand... Oui, tu le ressens quand c'est vraiment profondément puissant. C'est ton corps qui parle plus que ta tête. C'est comme je te disais tout à l'heure, quand c'est vraiment quelque chose qui doit te traverser, c'est ton corps l'antenne. Et donc, soit tu as des tremblements ou des frissons, ou du chaud ou mmh, du froid, ou tu sens ta colonne vertébrale qui s'embrase ou qui se refroidit, ou tu as des points qui commencent à pulser. Enfin, c'est vraiment, il n'y a que le corps qui parle. Et là, tu ouais. sais qu'il se passe vraiment quelque chose énergétiquement. Sinon, si c'est que dans ta tête, j'ai envie de dire. Et c'est hyper important ce que tu dis parce que ça, je l'ai réalisé, mais il y a pas si longtemps que ça, hein. En fait, c'est grâce à des crises d'angoisse que j'ai faites pendant très très longtemps que, en fait, ça m'a forcé à me rendre compte que le corps ne mentait jamais, que tu peux pas, en fait, faire mentir ton corps. Et il y a eu des pratiques que j'ai faites avec différents guérisseurs où il y avait des choses dans mon corps qui se passaient, mais des trucs de malade. Et j'essayais tellement en fait de le mentaliser que je finissais par me convaincre qu'il s'était rien passé, que c'était juste dans ma tête, alors qu'en fait c'était dans mon corps. Et ma tête peut me mentir avec tout ce que tu veux, mais en fait le corps quand il y a un truc, il l'exprime et je pense pas que ce soit juste l'imagination qui fasse déclencher un truc dans ton corps. Il y a de l'énergie qui circule ou je sais pas exactement qu'est-ce qui se Ça passe à chaque fois. Oui, parce que parfois tu t'en rends même pas compte quand ça se passe, tu n'as même pas le temps de penser qu'il pourrait se passer quelque chose dans ton corps, que ça a déjà agi, et là tu dis, oula, qu'est-ce que c'était que ça? Donc non, tu n'as pas de prise là-dessus sur ce que ton corps reçoit, t'es une vraie antenne cosmique, et Mm. c'est instantané en général. Donc c'est comme ça que tu as souvent des réponses. Comme je te disais tout à l'heure, un truc, et j'ai eu un gros frisson de haut en bas, je sais en général que c'est soit une validation, soit... Voilà, il se passe un truc. Je veux dire, il y a
aucune raison pour que tout d'un coup ça fasse bzzz comme ça dans mon corps, à Ouais. part ce que je viens de dire. Je Et vais rebondir sur, ouais. sur cette partie-là, puisque tu évoques des expériences et aussi un passage spirituel. Est-ce que tu peux nous raconter justement comment t'es arrivé toi dans ce petit milieu ésotérique spirituel? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce petit milieu. Et ben, c'est un peu comme toi, j'ai l'impression, enfin, ça ressemble. J'ai souri tout à l'heure quand tu parlais justement du fait que tu as toujours été attirée par les mondes un peu fantastiques, science-fiction, parce que je suis une passionnée, mais j'adore la science-fiction, j'adore les mondes fantastiques, je pourrais m'y perdre pendant des journées entières, enfin, j'adore Mhm. ça. J'ai écrit un roman quand j'étais petite de science-fiction, enfin, où j'imaginais des trucs de fou avec l'histoire d'Adam et Ève refaite de façon spirituelle, on va dire, mais qui était incroyable. Ah, j'en ai des Et frissons, excuse-moi. ah bah c'est cool. Mais c'était en fait quelque chose de très fort. Et en fait, je pense qu'à cette période, ça a été depuis que je suis petite, hein, j'ai toujours parlé de la vie après la mort. J'ai toujours posé beaucoup de questions dessus. J'ai senti beaucoup de choses quand j'étais petite, mais sans pouvoir te dire vraiment ce que c'était. J'entendais des fois des voix. Une fois, j'ai entendu une voix, je pensais que c'était instinctivement mon grand-père, alors que j'avais peut-être, je sais pas, 5, 6, 7 ans à l'époque. Donc, c'était plein de petites choses comme ça. Et je crois qu'il y a un truc qui m'a marqué et je l'ai compris il y a pas si longtemps que ça. En fait, quand j'étais petite, j'ai fait une sortie de corps, mais très rapide. J'étais vraiment toute petite, dans ma chambre chez mes parents. Et là, d'un coup, pouf, je me vois dans mon lit en train de tourner parce que j'avais un vertige juste avant de faire la sortie de corps. Et je me suis vue. En fait, ça m'a fait peur quand je suis re-rentrée dans mon corps. Mais quand j'étais au-dessus, je me suis juste observée, je me suis dit, waouh, c'est moi, mais qu'est-ce que je fous là en fait? Et j'en ai parlé à mes parents, et petit à petit, ma mère a commencé à me dire, au fur et à mesure des années, je pense qu'elle attendait que je sois plus grande pour pas me faire trop peur, mais qu'elle a eu plein d'expériences elle-même, elle a vu des défunts à plusieurs reprises, elle a entendu sa grand-mère quand elle est décédée, son père est venu la voir quand il est décédé, et en fait, il y a eu plein de trucs dans ma famille qui sont passés, mais on n'en parlait pas. Et les tabous ont un peu commencé à exploser. Et puis aujourd'hui, il y a pas longtemps, ma sœur m'a dit tiens, Sarah, il y a papy qui est venu nous faire un signe le jour de son anniversaire. Il a fait péter un ballon et puis il y a une musique que j'entends jamais qui était sa préférée qui est passée 2 secondes après. Et enfin, tu sais, c'est que des petits trucs comme ça. Et suite à ça, en fait, je suis allée, enfin, comment dire, je suis allée un peu dans le bas astral, on peut dire, mais très très jeune, genre vers mes 15, 16 ans. Je faisais des rêves atroces. J'avais l'impression d'avoir toujours des entités autour de moi. Alors, est-ce que c'était mon imagination ou pas? Je suis pas sûre. Mais j'étais voir des médiums parce qu'en fait, c'était devenu insupportable. J'avais l'impression que bah, j'avais peut-être un problème, tu vois, parce que je connaissais pas ce monde-là. On en parlait très peu aussi à l'époque. Aujourd'hui, heureusement, on en parle plus. Et mes parents, un jour, m'ont dit, écoute, Sarah, juste pour être sûre, on va t'emmener voir une psychiatre. Je savais que c'était une mauvaise idée. Et la psychiatre a dit que bah, j'étais dans une psychose et que je devais prendre des médicaments. Heureusement, mes parents m'ont cru, donc ils m'ont pas fait prendre ces médicaments que j'aurais de toute façon pas pris. Hein. Mais là, je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose parce que j'étais pas bien en fait. J'étais tirée vers le bas par des énergies. Et ce qui m'a Mhm. sauvée, qui m'a ouvert à tout ce que je vis aujourd'hui, c'est mon cousin qui pratique l'Ayurveda, donc médecine indienne traditionnelle. Et en fait, il m'a fait faire du jeûne, du yoga. C'est lui qui m'a dit que l'alimentation impactait la santé. J'en avais aucune idée. J'avais 19 ans à l'époque. J'étais très malade. J'avais plein de maladies, des auto-immunes et tout ça. Il m'a fait découvrir la naturopathie que j'ai, du coup, commencé à pratiquer en faisant une école et tout ça. Et en fait, en l'espace de 2 semaines, en restant chez lui, j'ai plus de voix bizarres, de rêves bizarres. Tout est parti. Mon énergie est remontée. Et c'est là où je me suis dit, en fait, il y a tellement plus de choses que ce que je vois. Et en fait, je suis pas folle. Ce que j'ai vécu, c'était vrai. J'étais pas psychosée ou je sais pas quoi. Et depuis, heureusement, j'ai fermé cette porte parce que je voulais pas entendre des voix ou quoi. Ça me faisait peur. Donc j'ai décidé de la garder fermée. Mais par contre, ouais, depuis, j'ai continué d'explorer plein de trucs au niveau des méditations profondes, des méditations qui duraient parfois 3 heures où je me perdais, où j'avais l'impression d'être un petit point au milieu de tout. Enfin, c'était fou en fait. Et mais malgré tout, j'ai toujours douté. C'est ça qui est bizarre, c'est que tu vis des choses, tu te dis, je sais que c'est la réalité,
mais quelques jours après, tu te dis non, mais en fait, peut-être que ça existe pas. Et ça, c'est mon perpétuel combat avec justement ce monde qui existe et que je reconnais pas en même temps. Je sais pas si toi aussi ça te fait des doutes comme ça des fois. Non, c'est drôle ce que tu dis parce que moi, ça m'est jamais arrivé d'avoir des doutes par contre. Je me suis jamais dit non, Waouh, mais là, c'est moi qui invente et tout. Au contraire, parce que j'ai toujours été en demande de de ce qui pouvait exister et du coup je me suis dit oh purée ça existe vraiment, oh c'est trop cool et du coup je doutais de rien. Je prenais tout. Bon, après avec le discernement j'ai su ce qui était plus de mon imagination ou de mes vraies visions, mais non j'ai jamais douté par contre qu'il pouvait vraiment y avoir des canaux, vraiment y avoir des waouh, messages, vraiment y avoir des manifestations et tout ça. Non non, ça j'ai pas douté. Et je ok. voulais rebondir sur ce que tu disais par rapport à la naturopathie. Donc j'avais ma question qui était comment en es-tu arrivé à la naturopathie? Tu as répondu. Hmm, Et je voulais en revenir à tes précédents problèmes bah, physiques, enfin, etc. que tu as évoqués. Euh, et le jeûne, parce que j'ai aussi hmm, fait des jeûnes à l'eau plusieurs fois. Et ce sont des ouais, expériences vraiment très chamaniques aussi, qui te font aller bien bien loin dans ton shadow work et dans tes lignées. C'est assez puissant, d'une part. Et d'autre part, je ne sais pas si tu le sais, mais en naturopathie, tu dois peut-être le savoir, les parasites, on est hmm, tous, quasiment tous blindés de parasites. Et souvent, les parasites, il y en a plein de sortes différentes. Tu peux en avoir dans tout le corps, hein, donc intestin, cerveau, cœur, partout. Et il y en a plein qui, justement, te connectent avec les énergies de base astrale. ouais, Voilà, je voulais pointer le doigt là-dessus. Et peut-être qu'à une époque, ben, soit tu avais... Visiblement, tu as des prédispositions puisque ta mère, ta sœur les voient. Peut-être qu'à cette époque-là, tu étais plus vulnérable et du coup, tu étais connectée, ouverte à tous les canaux, plus peut-être un corps un peu malmené et pouf, tu descendais en base astrale. Peut-être un mélange de tout ça. Est-ce que tu as eu des absolument. réponses par rapport à ça? Est-ce que ça colle, ce que je dis ou pas? Ouais, ouais, complètement. Bah déjà, ce truc de parasites. Alors, les parasites, ça fait pareil, à peine quelques années que j'en ai connaissance, parce que bah, avant, je savais pas que ça C'est tabou existait. aussi, mais c'est tellement important. Bah, c'est tabou, t'as l'impression que quand t'en parles, pof, t'es encore une fois dans la case du charlatan, mais c'est facile de te mettre dans cette case de toute façon, vu les médias. Mais bon. Et en fait, ce qui est sûr, c'est que le fait d'avoir jeûné pour la première fois de ma vie, d'avoir mangé une alimentation très saine pour la première fois de ma vie, ça m'a fait sortir des trucs. Hein, je le voyais bien. J'ai pas vu forcément des parasites sortir quand j'allais aux toilettes, mais il m'a fait faire quelque chose qui a pour le coup changé ma vie. C'était un lavement intestinal. Ils appellent ça Shanka Prakshalana. Et en fait, c'est juste que tu bois une quantité d'eau salée énorme en faisant des mouvements de yoga pour que ça irrigue tout le corps. Et en fait, bah, t'as toute l'eau qui ressort par l'anus, du coup, jusqu'à ce que ce soit clair. Mhm. Et en fait, ce jour-là, je me suis dit, mais on ne connaît rien sur le corps. Je veux dire, même, enfin, si tu parles de ça à un médecin, il va te dire, mais t'es malade, mais, enfin, tu vas mourir si tu fais ça. Enfin, ça, et c'est pas du tout dangereux si c'est bien fait. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis vidée de plusieurs kilos, du coup, d'excréments, ce jour-là. Je ne me suis jamais sentie aussi bien de ma vie. Et c'est là, en fait, où je me suis dit, mais en fait, pour que je sois bien dans ma tête, il faut que je sois bien dans mon corps. Et je pensais que c'était l'inverse à chaque fois. Parce que les psys me disaient toujours, oui, c'était bien ta tête, ton corps, ça ira mieux. Mais en fait, là, je me suis dit, mais c'est presque le contraire. Parce que là, j'ai l'impression que je suis complètement nettoyée. Et c'était fou, quoi. Et à partir de là, je me suis dit, j'ai eu une expérience pour le coup très, 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 très spirituelle. Je me suis jamais sentie aussi légère, aussi joyeuse, je rigolais, enfin, c'était fou. Et je pense que c'est ce moment Ouais. qui m'a réglé ma santé en quelques heures, en fait. Parce que tout est parti. Donc, Mais je comprends tout à fait ce que tu dis et pour en avoir vécu aussi pendant mes jeûnes, quand on faisait les jeûnes à l'eau, on faisait aussi les lavements en même temps. ouais, Et on stocke tellement d'émotions et tellement de passifs dans nos intestins, dans les parois de nos intestins, et bien au-delà de ce que nous on a accumulé dans cette incarnation, c'est aussi tout ce qu'il y a dans les incarnations précédentes qui se mettent là-dedans. Et donc effectivement, quand tu nettoies tout ce bazar, mais à grands coups de Karcher, j'ai envie de dire, ah oui, littéralement parlant, oui. bah en fait tu décroches toutes les émotions cumulées,
toute la malnutrition aussi, ou les toxines, ou les métaux lourds, ou les plaques, les parasites, les traumas, tout ce que tu as hérité, c'est là-dedans, ça se cumule, et si tu nettoies pas régulièrement cet endroit, ben ouais, tu cumules et tu tombes malade. C'est vrai que quand tu te libères entièrement, t'es plus léger Mm. d'une part, et effectivement, j'ai connu des états de clarté mentale et de d'énergie infinie alors que j'avais Ouais, pas mangé depuis 3 jours, juste bu de l'eau. Et là, tu te dis, mais je suis une pile électrique. c'est exactement ça. Et oui, j'ai cru voir que tu avais fait des jeûnes aussi. Mais c'est vrai que le jeûne, c'est incroyable parce que ça te met face à tellement de choses. Déjà, les croyances sur le fait que bah non, tu vas pas mourir parce que tu te prives de nourriture. Et, ouais, enfin, c'est une vraie thérapie. Mais là encore, je trouve que le jeûne, je comprends maintenant pourquoi on dit qu'il faut que ce soit accompagné les premières fois. Moi, je l'ai pas fait accompagner la première fois, hein. Mais je comprends parce que tu peux aussi. Moi, je suis rapidement tombée dans ce truc de il faut que je me nettoie en permanence. Et du coup, j'ai jeûné un peu trop. Et pour le coup, au bout d'un moment, Mm. ça a commencé à, à me fatiguer, hein, comme toute chose. Si c'est fait dans l'excès, c'est pas bon. Mais je suis partie jeûner par exemple une semaine avec mon père. On est parti en Alsace. On avait loué un petit chalet dans une montagne. Il n'y avait aucun magasin aux alentours pour qu'on soit pas tenté d'acheter quoi que ce soit. Et en fait, ça m'a pas fait grand chose. C'est ton petit chat derrière Oui, ou c'est attends, est-ce que je... Oui, c'est Charlie. Est-ce que je peux aller lui ouvrir la fenêtre? pas de Parce souci. qu'il va pas Vas-y, arrêter de vas-y. me demander. Il Attends, y a pas de j'arrive, souci. j'arrive. Petit cœur. Vas-y, je t'écoute. Le chalet avec ton papa. Oui, oui, oui. Et en fait, ça m'avait paru un peu bizarre parce que c'était peut-être la deuxième fois de ma vie que je jeûnais. Et en fait, ça m'a pas fait grand-chose, j'ai l'impression. En tout cas, je sais qu'il s'est passé des choses dans mon corps, hein. Ça m'a pas fait grand-chose. La seule chose que j'ai remarqué, c'est que j'ai jamais eu des rêves aussi clairs de ma vie et que j'ai beaucoup rêvé de mon grand-père. Et en fait, je sais que ça va te parler parce que tu parles beaucoup des ancêtres. Justement, c'est un sujet qui m'a fascinée quand je t'ai lu. Je me suis dit, ouais, mais attends, elle a l'air de connaître plein de trucs là-dessus, c'est trop bien. Mais j'ai jamais autant rêvé de mon grand-père. Et en fait, je me suis dit, bah, si ça se trouve, le fait que bah, je sois vide, entre guillemets vide, bah, je peux recevoir plus facilement des messages. Et je sais plus de quoi j'ai rêvé. Je sais juste que mon grand-père, il me parlait beaucoup dans mes rêves. Il me transmettait des trucs. Et j'en parlais le lendemain à mon père et je disais, mais c'est frustrant parce que j'oublie tout ce qu'il m'a dit, mais il m'a dit des choses. Et pareil, mon père, il faisait plein de rêves hyper vifs. Et on s'est dit, bah en fait, on n'a pas senti grand-chose pendant ce jeûne. On n'a pas forcément eu faim ou quoi. On était juste un peu en colère des fois de pas pouvoir manger le soir parce que bah émotionnellement, des fois, t'as envie de te remplir. Mais ouais, les rêves, c'était incroyable, quoi. C'était fou. Bah oui, parce que tes canaux, ils étaient pas brouillés. Mm. C'était limpide. Et oui, les ancêtres viennent très souvent nous voir en rêve. Mais le fait que que tu t'en sois pas souvenu, je sais que on a envie de se souvenir, mais en fait, il n'y a pas forcément d'importance. Je pense que ce que tu recevais était directement dit à ton inconscient ou ton âme, et c'était comme des codes que tu devais recevoir. Puis après, une fois au réveil, t'as pas forcément besoin tout le temps de décoder, de comprendre les choses. Et Mm. Alors, excuse-moi, du coup, je peux me permettre de rebondir sur un truc parce que tu parlais de code. Après, si ça revient, tu me dis, hein. Tu parlais de code et je sais pas du tout où est-ce que t'en es par rapport à ça, à ce sujet. Je me souviens que en 2020, et là, je pense que c'était une expérience extrêmement spirituelle. J'ai jamais vécu ça de ma vie. En 2020, donc juste un peu avant que le Covid arrive en France, j'avais vu marqué du coup dans les journaux, voilà, il y a le corona en Chine. Et en fait, quand j'ai lu le mot corona, je savais pas ce que c'était, j'avais même pas vu que c'était un virus ou quoi, hein. J'ai vu ce mot, je me suis reculée et en fait, j'ai senti un truc qui se téléchargeait en moi. Je peux pas te l'expliquer autrement. Et je me suis dit, ok, il va se passer un truc dans le monde entier, ça va être n'importe quoi, le monde ne sera plus jamais le même, et il faut que je fasse attention à un truc.
Voilà. Donc le truc, c'était le vaccin. Après, ça, c'est juste moi, mon interprétation, tout ça, hein. Mais en fait, j'en ai parlé à mes proches comme une dingue. Je leur disais, attention, ça va arriver en France, mais faites attention, ne faites pas ci, ne faites pas ça. Mes parents m'ont pris pour une dingue. Ils m'ont dit, ouais, toi, enfin, de toute façon, tu planes depuis que t'es petite. donc, donc on va pas t'écouter là-dessus. Donc, toute ma famille quasiment y est passée. Moi, du coup, non. Mais en fait, c'était j'ai jamais été aussi sûre de ma vie sur un truc. Là, je me suis dit, je le sais, c'est inexplicable. Et en fait, c'est là où je me suis dit, ok, ça, c'est une sacrée intuition parce que j'ai toujours douté de moi sur beaucoup de choses. Mais alors là, j'en ai parlé à tout le monde. Et je m'en suis ramassé plein la tronche. Du coup, je me suis dit, il faut que je me calme un peu, chacun son choix. Mais j'avais envie de le crier sur les toits, ne faites pas ça, ne faites pas ça, je sais ce qui se passe. Et c'était fou, c'était fou. Je sais pas quelle est ton opinion dessus, si on peut en parler ou pas. Enfin, c'était dingue, quoi. Eh ben, t'as été clairement guidée et de façon assez foudroyante, je pense. Et ce qui est super, en fait, c'est que tu aurais pu recevoir ça et rien en faire ou le garder pour toi. Mais tu aurais pu aussi ne pas comprendre cette intuition et la mettre de côté. Mais ce qui a été fort, c'est que tu es resté aligné toujours avec, parce que ça t'a, comment je pourrais dire, ça t'a update en fait le jour où tu l'as reçu. Tu t'es dit, ben non, ça résonnera jamais avec moi ce qui se passe ou ce qui va se passer. Et t'es resté ancré dans tes baskets et aligné avec ta guidance finalement. C'est ça, c'est ça. Et c'est incroyable parce que je pense qu'on en reçoit plein des petits messages, tu sais, dans la vie, mais bah souvent c'est des petits messages, du coup tu fais pas trop attention ou tu doutes beaucoup. Enfin moi je doute beaucoup, donc ça aide pas. Mais là c'était comme si on m'avait accroché à un mur, on m'a dit tu vas m'écouter maintenant, j'ai un truc à te dire et tu ouvres les yeux. J'avais pas le choix en fait. C'est venu comme ça, bam. Et ouais, enfin c'était dur à porter parce que du coup je savais que j'avais un message à transmettre. Forcément, il a été assez mal reçu par beaucoup de gens, mais j'ai pu rencontrer d'autres personnes qui m'ont Mm. dit c'était la même chose pour moi, je te comprends, t'inquiète, et je me suis dit ok, je suis pas folle, enfin, c'est vraiment un truc, tu vois, au niveau planétaire qui se passe. Après, il y a eu des énergies qui ont forcément changé, je m'y connais pas du tout sur ces sujets. Je sais pas si toi tu as ressenti des choses, enfin, Le fait d'avoir reçu ça, de l'avoir compris et d'avoir été complètement éclairé, ça te suffit amplement. T'as pas besoin d'être ultra spirituel, ultra connecté, savoir plein de choses pour t'écouter finalement. Si ouais, t'avais pas été éveillé ou rien du tout, mais que t'étais resté accroché à cette intuition, ben c'est juste l'essentiel. ouais, absolument. Bah là Et oui, c'est pour bien que tu l'aies reçu, bravo. ouais, ah bah merci à cette chose qui me l'a envoyé parce que pour le coup là, t'avais l'impression d'avoir une perceuse qui traversait la tête, t'avais pas le choix. C'est peut-être toi qui te l'as envoyé, hein. Ah oui, peut-être. Alors là, je sais pas comment ça fonctionne, mais c'est possible. Bon, là, on va pas partir dans les multidimensionnalités, le temps n'existe pas, etc., hein. Ça risque d'être un peu complexe. C'est clair. Et je voulais juste savoir, en fait, parce que tu parlais des jeûnes, ça m'intéressait de savoir déjà, est-ce que tu te souviens de la première fois que tu as jeûné et, euh, et comment ça s'est passé? Est-ce que ça a été dur? Est-ce que ça t'a plu? Je dirais pas que ça m'a plu, c'est quand même pas agréable parce que c'est pareil, c'est un travail profondément chamanique où tu fais face à tes ombres, à tes traumas, à tes colères, à tes émotions. Donc c'est pas agréable du tout. C'est quand tu fais un jeûne, enfin surtout un jeûne à l'eau, hein, moi c'était jeûne à l'eau, il faut vraiment que tu sois accompagné, comme tu disais tout à l'heure, par un vrai praticien ou quelqu'un qui connaît tout ce qui gravite autour du jeûne et comment bien le faire. Et il faut que tu sois vraiment au fait que tu vas traverser toute la crasse que tu es en train de nettoyer physiquement aussi. Et alors donc c'était pas agréable, mais je m'en souviens bien parce que j'ai tenu un petit peu moins de 72 heures. Parce que normalement c'est 3 jours complets. Mais au bout du deuxième... Non, le matin du troisième jour, je me suis levée et j'ai vomi. Et j'ai vomi vert.
OK. donc de l'eau verte, alors que j'avais pas mangé depuis 2 jours. Et donc Violetta, qui nous accompagnait, m'a dit non, bah là ça y est, il faut que tu remanges tout doucement. Donc c'est pareil quand tu recommences à manger, il faut suivre tout un protocole. Donc c'est en général épinards, jus d'épinard, ensuite c'est le jus de carotte et ensuite c'est le jus de betterave. Donc tu fais ça sur toute la journée, tu étales petit à petit. Donc elle m'avait dit à moi, ok, maintenant recommence parce que ce signal-là fait que ne va pas plus loin. Mmh. Donc ça n'avait pas été agréable parce que ben, mon foie cumulait énormément de colère et de haine. Et ça, c'est un truc que j'ai nettoyé pendant plusieurs années avec différentes méthodes. Mon foie et la colère qui était dedans. Mmh. Et donc, bah, le fait de vomir de la bile, du foie et tout, bah, c'est que j'éliminais énormément de choses. Mais il Ouais. fallait pas que j'aille plus loin. D'autant plus que je suis un peu je suis fluette, tu vois. Donc moi, 3 jours de jeûne, voilà. Oui, j'imagine, ouais. Ouais, la première fois était pas simple du tout, mais hormis ce passage-là un peu étrange, d'ailleurs, c'était même pas douloureux ni rien du tout. Je me suis penchée, pouf, c'est sorti. Je fais, oh tiens, c'est vert. Et ben, j'ai fait beaucoup de journaling par contre. Et dans mon journaling, là, j'avais beaucoup de messages, beaucoup de réponses euh, sur une jeune femme qui parlait à travers ma main et qui expliquait, en fait, qui répondait à toutes mes peurs, parce que j'avais beaucoup de peur aussi par rapport aux jeunes, du fait que je sois fluette, justement. Je me disais, oh là là, je vais maigrir d'un coup, ou alors je vais tomber dans les pommes, ou alors je vais faire une syncope, ou alors je ne sais quoi, plein de peurs en fait, qui ne sont jamais arrivées. Mmh. Et où mon cœur va s'arrêter, enfin vraiment plein de trucs de grosses peurs quoi. Et quand j'écrivais tout ça dans mon journal, en fait, j'avais ce message de cette jeune fille ou jeune femme, peut-être une ancienne moi ou une ancêtre, je ne sais pas, une vie précédente, qui me, qui me rassurait sur toutes ces peurs et qui me disait non, tu es forte, ton corps ci, ton corps ça. C'était il y a longtemps, donc c'est pas très clair encore dans ma tête, mais ça reste ancré, le fait que je recevais beaucoup de messages avec beaucoup de clarté et des messages de ma lignée féminine aussi sur la famine, sur le fait que je guérissais des traumas sur la famine et sur la façon de s'alimenter dans mes lignées féminines en faisant ce jeûne à l'eau. C'est ce qui me reste de cette première fois. La seconde fois, parce qu'en fait j'avais pris un programme avec Violetta qui était Restore the Human Body sur 3 mois. 3 mois ou 6 mois, je sais plus, bref. Et donc je faisais un jeûne à l'eau pendant 3 jours chaque mois, à chaque nouvelle lune ou pleine lune. Waouh! Et OK. donc le deuxième, j'ai fait que jusqu'au deuxième jour, c'était pas facile non plus. Et le troisième, jusqu'au troisième jour, mais pas entièrement. Et après, un an après, j'ai fait une retraite avec elle en Grèce. C'était une semaine la retraite et les 3 premiers jours étaient le jeûne à l'eau. Et là, j'ai fait les 3 jours. Mais pareil, j'ai fini un soir au-dessus du lavabo. Pareil, c'était vert. Je me Mmh. dis là, ça y est, tu remanges. Et la retraite était assez puissante. Pas facile non plus, parce qu'en plus de ça, dans le conteneur de la retraite, il y avait d'autres pratiques en plus du jeûne, avec des cérémonies, avec du tabac. Il y avait des bains froids, il y avait des marches. Donc c'était pas facile non plus, mais très puissant, très guérisseur. Et là, j'ai guéri quelque chose de très ancien qui s'était passé in utero dans le ventre de ma mère parce que j'ai eu une naissance un peu compliquée. Une grossesse. Ma mère a eu une grossesse avec moi dedans et Mmh. une naissance compliquée avec des problèmes de résus et des transfusions sanguines aussi multiples. Et donc, j'ai guéri énormément de choses avec ce jeûne par rapport au sang qui m'avait été donné, par rapport à des peurs que ma mère avait eues quand j'étais dans son ventre. Et en fait, on va très très loin avec un jeûne. C'est vraiment très chamanique comme expérience, très profond. On guérit les lignées, les traumas, le corps, les maladies, le mental. Tout est lié en fait avec l'alimentation. Ah oui, j'ai quelque chose qui revient. Quand tu parlais de ton jeûne à toi, Mmh. je voulais dire que en fait, quand on jeûne, qu'on est vide de nourriture, Mmh. eh ben on est 100% nous. Parce qu'on n'est pas influencé par les énergies d'une plante, d'une boisson, d'un végétal.
parce qu'eux aussi sont des énergies qu'on ingère, des vitamines, des choses ça change notre métabolisme, comment on se sent, enfin tout quoi. Et quand on est vide de ça, on est 100% nous. Je Mmh. voulais placer ça tout à l'heure. Oui, ok, oui, oui, ça fait sens, c'est vrai. C'est vrai que ça interfère pas en fait. Enfin, tu sens généralement quand tu jeûnes, après je sais pas si tu l'as ressenti aussi comme ça, mais je sens toujours un calme qui s'installe, mais qui dure le temps du jeûne en fait. Je vais pas avoir plein d'émotions, c'est du calme. C'est juste ça en fait. Oui, je parlerais plutôt de sérénité aussi, mais ça se rapproche de ce que tu dis, ouais. Ouais, absolument, ouais. Mhm. Et j'ai remarqué la même chose avec, par exemple, l'alimentation. Avant, je mangeais, et c'est pour ça que j'étais malade aussi, hein, je mangeais ben, tout ce que les gens peuvent trouver en grande surface. Hein, donc, il y avait énormément de produits industriels, du sucre, beaucoup de sucre. Et en fait, quand j'ai commencé à passer à une alimentation totalement naturelle, et que parfois je remangeais du sucre parce que je voulais juste tester ou parce que j'avais des pics émotionnels et bah, ma mémoire se rappelait que ça me faisait du bien, entre guillemets, de manger des sucres raffinés, et ben je me rendais compte qu'en fait le sucre raffiné me rendait mais pas du tout bien. En fait, j'avais des pics émotionnels très violents presque. J'étais irritée. Mes règles me faisaient monstrueusement mal le mois d'après. Et c'est là où je me suis dit, mais l'impact de ce qu'on se met dans le corps, en fait, il va au-delà de ce qu'on imagine. Tant qu'on l'a jamais testé, on ne peut pas comprendre. Et c'est fou, c'est fou. Et c'est le message que j'essaye le plus de faire passer. C'est, je dis toujours aux gens, mais testez juste une semaine, juste 3 jours sans sucre, parce que la plupart des gens en mangent tous les jours parce que c'est devenu un repas normal en fait, genre un petit Kinder Bueno ou un truc comme ça. Et en fait, ils Mhm. se rendent même pas compte à quel point ça les perturbe. T'as l'impression qu'ils sont toujours normaux, mais en fait, s'ils l'enlèvent et qu'ils le remettent, ils vont se rendre compte qu'ils étaient pas eux-mêmes, parce que ça t'enlève une partie de toi, quoi, presque. Enfin, ça te dérange. Et enfin, je rebondis là-dessus par rapport aux jeunes où, ben, quand t'as rien dans le corps, ouais, t'es juste toi, quoi. T'es toi avec toi-même et il y a pas de trucs qui vont perturber. Oui, t'es juste toi. Et c'est vrai que comme tu dis, on se rend compte de l'impact de l'alimentation dans notre corps quand elle n'est pas là. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Quelles sont les émotions que tu essayes de couvrir avec ton bon bec? Ça, c'est un gros sujet, ouais. Mm. Mm. Oui, parce que l'alimentation, c'est souvent les émotions, hein, selon Ah ouais. les choses pour lesquelles tu crushes, que ce soit le sucre, l'alcool, le gluten, le gras, chacune est liée à une émotion Mm. et à un organe aussi. Mm. Ouais. Non, mais carrément, enfin, je le vois, même là, ça fait plusieurs années que je mange, bah, on va dire quand même très sainement. En tout cas, que des trucs naturels. On fait tout maison. Je vais quasiment jamais au resto parce que il y a toujours un truc qui va pas. Après, des fois, je fais un peu moins attention, mais c'est très rare. Mais je me rends compte que même là, bah, il y a des moments où j'ai des besoins émotionnels de manger un certain aliment. Ça reste des choses naturelles, donc ça va, hein. Mais c'est vrai que parfois, ben, par exemple, on fait les pâtes maison. Enfin, mon mari, il prépare les pâtes avec de la farine de petit épeautre, il fait tout. Et c'est délicieux. Et quand je me sens un peu triste ou que j'ai passé une journée difficile, je lui dis, je veux des pâtes. Enfin, je veux des pâtes. Et je vais chercher mon Ah fromage ouais, c'est le gluten. pâtes. Ben, Bah ouais. c'est ça. C'est ça. Et je me dis, bah ouais, même Mhm. quand on est passé au naturel et qu'on fait attention, bah ouais, il y a toujours ces trucs de j'ai besoin de ça, quoi. Et une fois que tu l'as, tu dis ah, ça va mieux, mais en même temps, après, tu te sens un peu lourd. Enfin, Oui, c'est ça. Mais c'est bien que t'aies ce regard extérieur aussi en te disant avant de le prendre, je suis comme ça. Après de l'avoir pris, je me sens mieux. Mais c'est quoi le mieux? Qu'est-ce que j'ai couvert? Mais c'est bien que t'aies ton regard, comment dire, ouais, éclairé en fait sur ces émotions que t'as là. Euh, Ah bah, j'ai encore perdu ma question. Euh, qu'est-ce que je voulais en venir à la naturopathie et à ton alimentation. Et qu'est-ce que tu as fondamentalement changé du coup avant et après la naturo? Donc, est-ce que c'est que le sucre ou est-ce qu'il y en a d'autres que tu as fondamentalement changé ou même que tu as carrément éliminé? en fait, il y a tout qui a changé, mais genre tout, tout, tout. Parce que avant la naturopathie, je mangeais vraiment, enfin tout ce que tu pouvais trouver. Il y avait rien qui ne rentrait pas dans mon corps, c'est-à-dire le coca, les fast-food, je buvais de l'alcool, je fumais. Enfin, mon adolescence a été hyper toxique, mais en fait c'était normal pour moi parce que tout le monde faisait ça, donc je me disais bah je me nourris vraiment. Et
Et bah, j'étais tout le temps malade. Et de là où j'ai eu des maladies auto-immunes, des sortes de dépressions chroniques qui revenaient sans arrêt, j'ai passé presque la moitié de ma scolarité entre l'hôpital et les médecins parce qu'il y avait plein de symptômes que personne ne comprenait. Donc vraiment, j'avais une santé mais terrible. Et on me disait toujours, c'est parce que t'as un corps qui est faible. Et en fait, aujourd'hui, j'ai appris que non, mon corps n'était pas faible. Il faisait plein de symptômes parce qu'il avait de l'énergie pour me montrer que ça n'allait pas. Donc déjà ça change tout. Et quand j'ai commencé à changer mon alimentation, ça s'est fait sur vraiment des années parce que la naturopathie, je commençais à peine à la connaître et à comprendre que, ah, finalement, le sucre raffiné, c'est peut-être pas si bon que ça. Mais j'étais dans une école où, en fait, on disait, oui, faites les choses modérément, faut pas enlever totalement le sucre raffiné. Et je me disais, mais si c'est mauvais, pourquoi je n'enlèverais pas totalement? Parce que la nature ne produit pas ça. Donc, j'aimerais manger des choses que la nature produit, ça fait du sens. Donc j'ai un peu quitté la vision que l'école de naturopathie m'avait apportée, qui était un peu dans la modération pour pas qu'on se fasse trop regarder, on va dire. Il disait faites attention avec les médias, faut pas être trop dans l'extrême, je sais pas quoi. C'est pas de l'extrême, je trouve, mais bon. Et du coup j'ai enlevé totalement le sucre raffiné, mais vraiment complètement. Et déjà ça m'a changé toute ma vie parce que j'avais une peau hyper acnéique, j'avais le ventre constamment gonflé, j'étais jamais bien dans ma tête et ben c'est parti complètement. Le gluten, j'ai enlevé toutes les farines blanches. Et le gluten, je l'ai enlevé aussi complètement pendant une longue période, hein. J'ai eu plusieurs mois sans quasiment aucune céréale. J'ai été végétarienne pendant plusieurs années. Après, je suis passée au végétalisme parce que je voulais tout tester. Et puis après, je me suis un peu re-régulée parce que mon corps était tout content au début, hein, parce que ça fait du bien d'enlever la viande, d'enlever les produits animaux un temps. Mais moi, j'ai pris ça comme une religion et je me suis dit, si je veux être une bonne humaine, et bah si je mange des animaux, je suis pas une bonne personne. Et mais je le pensais vraiment à 100% et j'étais entourée d'une communauté de véganes hardcore qui me disaient ouais c'est bien, faut arrêter de manger des carcasses d'animaux morts. Et enfin c'était vraiment des images hyper violentes. Et puis en fait, je me suis rendu compte au bout d'un moment que bah en fait c'était trop. Je mangeais plus que des fruits et des légumes, j'étais genre frugivore quoi. Et c'est là où mon cousin à nouveau qui fait de la médecine indienne m'a récupéré. Il m'a ramené chez lui. Donc je mangeais que des fruits et des légumes à cette époque quasiment, hein. Il m'a mis des merguez devant moi. Il m'a dit Sarah, t'arrêtes tes conneries. Ton corps, il est totalement refroidi. Donc ça, c'est la vision vraiment ayurvédique avec le chaud, le froid, un peu comme en médecine chinoise. Il m'a dit, tu es en train de te refroidir. Si tu continues, tu vas te choper un cancer d'ici 20-30 ans. Et ça sera pas à cause d'une mauvaise alimentation, c'est parce que tu ne donnes pas à ton corps ce dont il a besoin. Donc ça a été horrible parce que pour moi, manger à nouveau des animaux, c'était me trahir. Mais en fait, j'ai senti, là, c'était mon corps, encore une fois, mon corps me parlait. J'ai vu les merguez, mon corps s'est réveillé. Je les ai dévorés. Et en fait, bah, depuis, j'ai arrêté d'être végétarienne, hein, mais sauf que maintenant, je fais hyper attention d'où vient la viande, est-ce que l'animal a été bien traité. J'essaye au maximum de voir. Donc, je vais jamais en grande surface pour l'acheter. Je vais pas trop dans les magasins bio, mais chez des bouchers qui sont labellisés, tout ça. Mais ça m'a totalement changé la vie parce que mon alimentation n'est plus la même qu'avant. Avant, je mangeais pas du bio. Je mangeais des aliments qui venaient de partout dans le monde. C'était jamais du local. Tout était industrialisé, tout était empaqué. Il y avait du Nutella au petit-déj. Enfin, c'était que des trucs comme ça. Aujourd'hui, c'est que des aliments basiques, fruits, légumes, viande, poisson, œufs, enfin bref, ce genre de choses, des noix, des bonnes huiles. Et puis, c'est quasiment que du local. Je fais aussi, maintenant, je mange de saison. Avant, je mangeais pas de saison quand j'ai commencé parce que je voyais pas l'intérêt jusqu'à ce que je me dise, mais en fait, la nature est bien faite. T'as pas des pastèques en hiver, sinon ça te refroidit trop. Ouais, enfin, clairement, là, mon état de santé, je ne pensais pas un jour que je serais à nouveau en bonne santé. Quand j'étais ado, c'était tellement l'enfer que je me suis dit, mais je suis condamnée à passer ma vie à l'hôpital et à ne pas comprendre ce qui se passe. Et ce qui me choque, c'est que en ayant appris un petit peu des notions, un petit peu hein, aussi d'Ayurveda, plus la naturopathie, en fait, je me dis, mais on est capable de répondre à tellement de problèmes de santé avec les médecines naturelles seulement parce qu'on est retourné à la nature, sans être obligé d'expliquer que telle molécule, elle a agi comme ça sur machin, comme les médecins le connaissent bien, et ça c'est bien aussi. Mais je me dis des fois, il faut absolument que la médecine s'intègre aux autres médecines. On ne peut pas continuer de fonctionner avec juste une médecine allopathique et juste une médecine naturopathique ou une autre, hein. Mais il faut mettre tout ensemble parce qu'il y a trop de gens qui souffrent alors qu'ils pourraient se guérir, tu vois.
Voilà, j'ai fini mon pamphlet. C'est super, c'est génial et on est vraiment alignés là-dessus. En fait, c'est super important ce que tu dis. J'ai plein de questions dans une question, mais c'est super important ce que tu racontes de ton parcours euh, entre le tout mauvais, l'entièrement végétal et le retour à la viande. Mm. Parce que je me demande si c'est pas un parcours normal en fait aussi d'éveil, le fait de passer par là. Euh, et j'ai une autre question aussi, c'est ne penses-tu pas que justement tout ce qui est cette mode entre guillemets, c'est pas une mode, mais Mm. tu me comprends, du végétalisme ou du végétarisme, est-ce que ce n'est pas dangereux? Mhm. Mais attends, parce que Mm. je veux dire autre chose. Je veux rebondir là-dessus et sur les hormones aussi, parce que tout à l'heure, quand tu m'as parlé, tu m'as demandé de parler du cacao. Le cacao est aussi arrivé dans ma vie quand j'ai été ménopausée précoce. Donc j'ai été ménopausée à 36 ans, Ok. très tôt. Mm. Et le cacao est aussi arrivé dans ma vie à ce moment-là, parce que ça m'a aidé sur plein d'autres petits aspects physiques d'en boire. Et je pense aussi que, mis à part le fait que j'ai pris la pilule pendant 10 ans, je pense que mon alimentation a aussi beaucoup joué parce que dans ma période d'éveil que j'ai évoquée au début, j'ai aussi eu, ou nous avons eu, une période où je ne mangeais plus trop de poisson, plus trop de viande. C'était beaucoup fruits et légumes parce que, bah pareil, je me disais, c'est mieux pour mon corps, c'est mieux pour ma santé, tout ça, tout ça. Mais ça a duré un petit peu trop longtemps. Et je pense qu'à un moment donné, mon corps s'est... Bah, en fait, non, je le pense pas. Je l'étais. Je me sentais fragile. Je me sentais un peu trop... J'ai toujours été fine et mince. Mais là, je me sentais trop fine et mince. Mm. Je me sentais fragile, comme si j'allais me casser un truc du jour au lendemain, sans trop de force, sans trop d'énergie. Et avec le recul, parce que ça, je l'ai réalisé que dernièrement, c'est-à-dire depuis qu'on est en Europe et au Portugal et que j'ai changé mon alimentation, j'ai réalisé qu'en remangeant plus de viande, plus de beurre, plus de fromage, euh, de poisson, de gras, Mm. de bon gras, de bouillon, eh Ouais. ben j'allais vachement mieux. J'avais repris un poids normal, je reste fluette, j'ai plus d'énergie et mon passage de périménopause s'est un petit peu plus adouci. Et donc, d'où ma question, est-ce que ce n'est pas dangereux, justement, tout ce végétarisme, même si à un moment donné, ça nettoie le corps et que c'est bon, seulement pour un temps. Ouais, mais ben alors je pense que c'est exactement ça, c'est que c'est seulement pour un temps. En fait, maintenant, je vois ça comme une cure en fait. Avant, pour moi, c'était on était capable de vivre toute sa vie végétalien. Et il y a des gens apparemment qui le font et qui vivent effectivement 50, 60 ans jusqu'à leur mort sans avoir mangé de produits animaux. Et c'est là où ça m'a énormément aidé d'avoir cette notion un peu de médecine chinoise et indienne. C'est qu'en fait, on est tous tellement différents. On a des corps qui sont pareils, les mêmes organes, mais on n'a pas les mêmes tempéraments. Et on n'a pas, nos ancêtres ont mangé certaines choses, et ça se transmet avec nos bactéries. Donc, si on n'a jamais mangé de produits laitiers depuis des générations, si on s'en met à manger maintenant, peut-être qu'on va être vachement dérangé. Et il faut plusieurs générations parfois pour s'adapter à une alimentation spécifique. Comme me l'avait expliqué mon cousin, c'est grâce à lui aussi que j'ai pu revenir à manger de la viande. Il m'a dit, mais Sarah, par exemple, tu prends les Indiens, la plupart ne mangent plus de viande depuis des générations, donc leur corps est OK avec. Il fonctionne autrement, en fait, tu vois. Et ils mangent d'autres types de protéines. Mais ton corps à toi, déjà ton tempérament, il a besoin de viande, parce qu'il y a le tempérament de feu, de l'air, de l'eau. Et quand t'as beaucoup de feu, t'as besoin de plus de viande parce que t'as besoin de produire un peu plus de chaleur, sinon ça s'éparpille partout. Enfin, il y a un peu cette notion-là. Et aussi que mes ancêtres, oui, ils ont toujours mangé de la viande, voire beaucoup. Moi, j'en mange pas beaucoup par rapport à mes ancêtres parce que j'ai pas non plus envie d'en manger trop et que je le sens bien comme ça. Mais ouais, quand je suis sortie un peu de ce mouvement, de cette mode, on peut le dire aussi, hein, parce que, enfin, je pense que il y a jamais eu à un niveau planétaire autant de gens qui ont arrêté d'un coup les produits animaux. On a Internet, donc maintenant c'est beaucoup plus rapide. Mais j'ai un naturopathe qui m'avait aussi dit, fais attention, Sarah, parce que
c'est bien de le faire en cure. Effectivement, te passer de viande de temps en temps, voire de produits animaux, ça nettoie bien. Tu te fais une cure de jus de légumes, tu bois que ça pendant une semaine, c'est génial. Mais à un moment donné, oui, tu te refroidis et tu perds de la vitalité, en fait. Tu perds de la vitalité et surtout en tant que femme avec les règles, je l'avais aussi vu, effectivement, quand j'ai mangé que des fruits et des légumes, mes règles n'étaient pas du tout les mêmes. Enfin, c'était un peu bizarre et j'ai recommencé à avoir des douleurs alors que je me suis dit, mais je suis propre pourtant de l'intérieur. Et j'avais aussi cette notion de vouloir me purifier, un peu la notion spirituelle d'être la plus propre possible, d'être un être de lumière incarné qui mange pas de mauvaises choses. Et en fait, je me suis déconnectée de mon corps totalement en faisant ça, et c'était même à l'encontre du spirituel. Mais moi, j'associais la spiritualité au fait de pas faire de mal, du coup, je mange plus d'animaux. Et au final, ça fait partie de la nature, ça peut paraître, moi, ça me paraît cruel encore aujourd'hui, je ne comprends toujours pas pourquoi on mange des animaux, mais je sais que j'en ai besoin. Donc, je recommence à le faire, quoi. Donc oui, plus sous forme de cure, mais pas sur du long terme, en tout cas, pas pour la plupart des gens, quoi. Mhm. Je veux rebondir sur ce que tu disais par rapport aux ancêtres, c'est super important. Moi, il y avait une phrase qui m'avait énormément parlé et que je garde toujours en mémoire et que j'avais répétée aussi dans mon programme de l'époque où j'avais fait un petit programme sur la reconnexion aux ancêtres et à un moment donné, je parlais du territoire, des ancêtres et de l'alimentation. Et je disais, ou plutôt cette phrase m'avait marqué et elle disait « Mange ce que tes gènes connaissent ». Mmh. Et pour en revenir à ce que je disais moi, en ayant changé mon alimentation en arrivant ici en Europe, je suis d'origine française, un peu suisse, voilà, je suis originaire d'Europe. Mmh. Et en Europe, mes ancêtres, voire même pas plus loin que mes grands-parents et arrière-grands-parents, ils mangeaient des bouillons, du lard, du chou, des œufs, des gâteaux à la crème avec du beurre. Et donc c'est ce que mes gènes connaissent. Et quand j'ai recommencé à manger de cette façon-là, d'abord mon corps n'en a pas ressenti des changements, euh, je vais dire, il a ressenti des changements, mais pas dans le sens où j'ai commencé à grossir et ça n'allait pas, mais Mmh. dans le sens où au contraire, ça correspondait avec ce que je devais manger et ça a été mieux. Et le fait aussi de se connecter à son ancestralité et à son territoire, c'est hyper important dans ce qu'on mange parce que on va aller honorer ce que nos ancêtres nous ont légué dans notre corps et on va aller honorer nos traditions aussi. Mmh. Et aussi, manger local, c'est manger l'énergie du lieu sur lequel tu vis. Ouais, Parce que absolument. si tu manges des choses qui viennent de l'autre bout de la planète, tu ingères une énergie qui vient d'un autre endroit sur lequel tu as mis tes racines. Et donc, ça colle pas forcément non plus. Et c'est hyper important de manger les choses qui viennent au moins de ton territoire ou de ton pays, de là où tu t'es ancré. Mmh. Absolument. Ouais, c'est hyper important et tu vois toutes ces notions-là, en fait, des fois j'aimerais vraiment juste, avoir accès à l'esprit des gens juste une demi-seconde pour leur transmettre juste ça, tu vois? Juste le message de manger au moins, local, naturel et déjà là, mais en fait, il y a déjà tellement moins de maladies, tellement moins de problèmes, enfin, et quand tu parles aussi de l'énergie par rapport aux ancêtres. Désolée, je passe un peu du coq à l'âne, mais c'est juste que ça m'avait vraiment marqué cet article-là. Tu parlais dans un article des ancêtres et de l'hôtel que tu avais pour tes ancêtres. Et ça paraît trop cliché, mais ça m'a fait penser, si je me trompe pas, à un film, à un dessin animé de Miyazaki. Comme c'est la culture japonaise, ils ont beaucoup ce truc avec les hôtels et les ancêtres. Et il y avait une scène, je sais plus où, mais il y avait cet hôtel. Ça doit revenir dans plusieurs de ces dessins animés. Et je me disais à chaque fois, mais est-ce que c'est vraiment juste propre à la culture, genre japonaise dans ma tête? Je sais qu'il y a d'autres cultures qui le font. Pourquoi est-ce que nous on le fait pas? Est-ce que on le faisait avant en Europe, ce genre de truc? Et surtout, t'en parles un peu dans ton article, mais ça t'apporte quoi? Parce que ça m'a vachement intrigué ce truc d'hôtel et je me dis, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Est-ce que ça te connecte vraiment à quelque chose de plus? Enfin, mais j'ai plein de questions, désolée, mais c'est quoi cette chose pour toi, en fait, cet hôtel pour les ancêtres? Alors un hôtel, c'est pas forcément que pour les ancêtres. Tu peux dédier un hôtel à tout un tas de choses. Tu peux appeler ça un hôtel ou un espace sacré. Il y a plein de termes différents. Il y a encore des pays ou
des religions, enfin des endroits sur Terre où les traditions se perpétuent et où les hôtels existent toujours dans le quotidien. Donc tu as évoqué le Japon, beaucoup en Asie, mais pas que, au Mexique aussi, en Amérique centrale. Et on a tous eu ça, même en Europe, nos ancêtres, les Celtes ou ceux venus du Nord avaient des espaces en fait où ils honoraient leurs ancêtres, ou les esprits du lieu, ou les éléments, ou une plante, ou des animaux, ou même le cosmos, des planètes, les étoiles. Tu peux créer un hôtel pour tout ce que toutes les choses avec lesquelles tu veux te connecter et, et recevoir guidance, si j'ai envie de dire. Un hôtel, dans mon article, je me souviens que j'avais écrit que c'était comme une porte vers c'est une interface de dialogue et de connexion avec une autre dimension, si on peut dire ça comme ça, et toi. Cet article-là particulièrement était dirigé pour les ancêtres. Donc quand je parle d'ancêtres, il y a aussi différentes catégories. Ça peut être tous ceux qui ont vécu sur Terre avant nous, humains ou non humains, ou seulement ceux de ta lignée. Ou ça peut être aussi tes incarnations passées. Tes incarnations passées sont aussi tes ancêtres, c'est-à-dire tu as vécu avant toi, si je peux dire ça comme ça. Et donc tu peux aussi recevoir guidance de ton toi d'avant qui avait déjà vécu, tu vois. C'est un peu complexe, mais voilà, les ancêtres, c'est un peu tout ça. Ça peut être des élémentaux, ça peut être des gardiens du lieu, ça peut être aussi des gardiens du territoire sur lequel tu vis. Si je prends un exemple, je sais, le seul exemple que je trouve à chaque fois, c'est celui de Marseille. Je suis née à Marseille. Marseille, tu as la bonne mère. C'est la Vierge Marie qui veille sur toute la ville, sur les marins, etc. Ben, c'est un ancêtre du lieu, du territoire. Tu peux la vénérer et faire un autel à son honneur. Tout comme tu peux faire un autel à Isis, si tu es lié aux traditions égyptiennes. Il y a tellement de traditions, tellement de déités, de religions, de présences invisibles auxquelles tu peux te connecter pour recevoir guidance. Dans cet article-là, j'étais précisément sur les ancêtres, donc sur ton autel aux ancêtres, tu peux mettre des photos de ta famille, défunts, tu peux mettre un arbre généalogique, tu peux mettre un peu de la terre de ton territoire d'origine ou des poteries de ton territoire d'origine. Tu peux mettre tellement de choses sur un autel, des ossements, des objets, des fleurs, du parfum. En fait, ton autel, c'est une interface de connexion avec ces énergies et en même temps, c'est un endroit sur lequel tu vas venir déposer des cadeaux, des offrandes, ce qu'on appelle typiquement. Et ces offrandes, elles sont là pour dire merci en échange de ce que tu as déjà reçu. Parce que souvent, on se dit « Ah bah tiens, je vais mettre des offrandes pour recevoir le truc que j'ai demandé. » Mais en fait, non, les offrandes, tu les mets pour remercier sur ce que tu as déjà reçu en guidance, en don, en message, en synchronicité, tout ce que tu peux nommer. Et tu peux mettre plein de choses pour les offrandes. Parce que tout ce qui est physique, dans notre plan, a une contrepartie éthérique et énergétique. Donc tu vas pouvoir mettre du vin, du miel, du lait. Je cite les trucs les plus courants dans toutes les traditions, de l'encens, des feuilles, des graines. Ça peut être des cigarettes, du tabac. Tu peux mettre plein de choses que tes ancêtres auraient aimé ou ont aimé. Si par exemple, je prends l'exemple de mon papa malheureusement il est décédé d'un cancer du poumon parce qu'il avait certainement énormément fumé, mais les fois où j'ai mis des offrandes sur mon autel, j'ai mis une cigarette parce que je sais qu'il aurait aimé ça. Tu peux mettre voilà plein de choses. Et c'est un autel, c'est vraiment un endroit où tu vas venir, donc ça peut être dans ta maison ou sur ta table de nuit ou dans une petite boîte transportable, ça peut être très grand, très petit, très minimaliste ou très rempli, ça dépend des gens. Et c'est un endroit vers lequel tu vas aller pour t'asseoir, allumer une bougie, allumer un encens, méditer, je sais pas, faire une prière, dire merci. Parfois, ça peut être vraiment très simple et pas compliqué. Tu peux juste venir t'agenouiller, fermer les yeux et dire bah merci, cette journée était top, j'ai reçu vos messages, voilà une petite pensée avec ma bougie. Hop, ça y est, t'as fini ton rituel. Pas obligé de faire des trucs extravagants avec des machins flippants où tu te mets
je sais pas, tu vois, un truc super new age perché, comme tu disais au début, où tu vas faire quelque chose qui n'a pas de sens pour toi. Il faut que ça ait du sens pour toi, pour ton cœur, et que ça te parle. Si ça parle à quelqu'un de mettre un peigne à cheveux avec une mèche de cheveux parce que c'était sa grand-mère et que quand elle était petite, elle venait la brosser tous les jours et lui faire une tresse et que c'était l'objet et l'action qui liait leur amour et leur amitié et que c'est tout ce qu'il lui reste pour connecter avec sa grand-mère, eh ben ça lui parle à elle, ça lui correspond. Peut-être qu'à quelqu'un d'autre, il va dire trouver ça chelou. Mm. Mais en fait, ton hôtel, c'est ton interface, c'est ta maison. C'est ton toi qui veut communiquer avec l'invisible pour dire merci ou être en gratitude. Parfois, l'hôtel, il peut être tellement basique que c'est juste un endroit pour te connecter à toi-même. Tu peux avoir une bougie, un encens, un bout de papier sur lequel tu écris ta gratitude du jour. Tu poses ton bout de papier, tu médites 2 secondes et c'est ok. C'est ça l'hôtel. Et quand tu veux te connecter à tes ancêtres, c'est pour remercier pour la guidance qu'ils t'ont apportée dans la journée, dans la semaine, dans le mois, sur les années. Combien de fois les ancêtres, entre guillemets, m'ont guidé sur notre parcours aussi pour arriver jusqu'à ce terrain qu'on a acheté. J'en parle dans tous mes articles d'ailleurs de comment ça se passe à chaque fois. Je donne plein de détails. Mm. J'ai eu cette synchronicité. J'ai reçu ce message. Et puis regardez, j'ai fait la photo de ça. Et à chaque fois, je détaille en fait tout ce que les ancêtres m'ont apporté dans mes expériences de vie. Et un hôtel, ça sert à ça. C'est une petite interface personnelle pour te connecter au monde invisible. Et ce que je trouve hyper bien, en fait, c'est que on passe par un truc matériel. T'es pas juste là à essayer de parler, genre juste dans le vide, hein. Bien sûr, c'est pas du vide, mais ce que je trouve bien, c'est d'avoir un endroit concret où tu sais que là, quand t'es devant, c'est pour telle chose, c'est pour te reconnecter, c'est pour être plus présente. Et aussi cette notion de rituel, en fait, qui est méga importante. Parce que les rituels, en fait, je commençais à adorer ça en m'intéressant un peu à toutes ces notions, tu sais, de féminin sacré, de se relier à une énergie plus forte. Parce que je me dis, c'est vrai enfin, moi, en tout cas, j'ai toujours manqué de rituels. Et je me suis rendu compte que c'était en mettant dans ma vie même des trucs basiques. Pour moi, c'est même devenu un rituel de sortir mon tapis de yoga et d'en faire tous les jours. Je me suis dit, mais en fait, ça m'aide tellement à m'ancrer, à me connecter à moi et puis à d'autres choses. Et puis des fois, c'est vrai que je peux recevoir des petits messages. Après moi, je sais pas quelque chose que je développe beaucoup, donc j'ai l'impression d'en recevoir peu. Mais parfois, après avoir fait du yoga dans la journée, il y a des trucs un peu différents quand même. C'est pas même les mêmes intuitions, c'est pas les mêmes pensées. Des fois, j'ai plus de sourires de la part d'étrangers. Et je me dis, ben, grâce à ce rituel, bah, l'énergie change, je me sens mieux, je me sens plus ancrée. Et je trouve ça vraiment top, en fait. Mais tu sais, tu peux considérer que ton tapis de yoga, c'est ton hôtel et que tu t'assois sur ton hôtel. Tu es l'objet de ton hôtel. C'est ton espace de connexion. Hmm, Ça n'a pas besoin de ressembler à une table avec des objets. oui, c'est comme ça que je le voyais, c'est vrai, toujours, c'est une table avec des objets pour moi, un hôtel, mais effectivement, ça peut être autre chose, ouais. C'est pour ça que tu peux l'appeler espace sacré. Ton espace sacré, ça peut être, bah, typiquement, je prends encore mon exemple, mais quand j'arrive sur mon terrain, il y a différents arbres. Il y en a un en particulier qui est beau, magnifique, puissant. Et ben, ça peut être ton espace sacré, ton hôtel. Tu vas à son pied, tu t'assois et ça y est, c'est ton hôtel. Il n'y a pas de table, il n'y a pas d'objet, mais ça y est, je suis connectée à mon espace sacré, avec le monde invisible, avec le monde végétal. Ouais. Ok, intéressant. Je, ça m'aide un petit peu parce que c'est vrai que je me disais presque que je m'empêchais en fait de considérer ça comme un espace sacré, mon tapis de yoga. C'est un peu le point de vue religieux parce que j'ai été élevée dans la religion. Et du coup, il fallait surtout pas considérer un objet comme un truc sacré parce que c'était pas bon par rapport à Dieu ou enfin tu sais ce genre de choses. Alors que bah des fois il y a des objets, ça me parle, tu vois, j'ai envie de connecter avec. Et pour moi, les objets, c'est pas un truc totalement mort. Enfin, pour moi, il y a de l'énergie dans chaque matière, en fait. Encore plus dans les matières vivantes, comme le bois, la laine, c'est mieux que du plastique, hein. Mais
longtemps, je me suis empêchée de faire ça parce que je me dis, oh là là, mais du coup, je fais offense à Dieu si je me connecte avec un objet. Enfin, Et pour en revenir aux hôtels, tu me demandais dans ta question de départ, est-ce que nous avions ça aussi dans nos traditions? mhm, J'ai évoqué les Celtes, mais en fait, il y a toujours eu ça dans n'importe quelle tradition. Si je reprends les Celtes, ça pouvait simplement être une table de pierre sur lequel ils mettaient. Ça reste très basique et organique, hein. Avant, c'était des os, des poils, des plumes, des peaux, des poteries, des bijoux, des armes. Tu vois, ça pouvait être un hôtel du sang aussi, des fluides de toutes sortes, de l'eau, beaucoup l'eau, les éléments, le feu. Un hôtel, ça pouvait être ça. Et j'ai vécu aux Antilles et pareil, les Arawaks, les autochtones de l'époque de ces îles avaient aussi des hôtels sur lesquels ils mettaient des noix de coco, du gibier. Enfin, il y a toujours eu des hôtels, peu importe le nom qu'on leur donne, dans les traditions ancestrales et dans toutes nos lignées. On a à un moment donné honoré le monde invisible d'une certaine façon avec un endroit physique sur lequel on a posé des choses. mhm. Toujours. C'est vrai. Et c'est fascinant de voir que ça se retrouve partout dans le monde. Il y a des choses, tu as l'impression que tu pourrais recommencer la vie sur Terre avec les humains. Ils feraient toujours à un moment donné les mêmes choses, même s'ils ne se sont jamais vus. Et c'est là où je me dis, mais en fait, c'est parce que là, il y a une vraie captation de quelque chose. C'est pas, ils sont pas devenus tous fous en faisant des hôtels du jour au lendemain. Ils captent que ça fait quelque chose, quoi. Je trouve ça fascinant. Et du coup, toi, d'où est-ce que tu viens? Qui sont tes ancêtres et quelles sont tes origines? J'ai pas pu remonter très loin malheureusement dans l'arbre généalogique. En fait, je connais surtout mes parents et mes grands-parents et un tout petit peu après. Mais par exemple, mes deux parents sont nés en France et mon père, il a sa maman qui était algérienne et son père polonais, donc c'est déjà un bon mélange assez radical. Et du côté de ma mère, ça a été français et apparemment turc à un moment. Donc Ah ouais. voilà. Mais on a aussi, enfin ma sœur a fait un test ADN pour essayer de voir un peu d'où on venait. Donc voilà, il y a beaucoup l'Europe de l'Est qui est ressortie, beaucoup de familles d'origine juive. On a eu de l'Algérie, un peu en Afrique aussi. Mais c'est dommage parce que j'en connais pas plus en fait sur la famille. Comme il y avait pas Internet et tout ça, les photos, tout ça, c'est parti. Donc ouais, j'ai pas plus d'idées là-dessus. Est-ce qu'il y a un pan de cette lignée ou de ces lignées qui t'attire un peu plus, une histoire de pays ou des traditions qui t'attirent un peu plus que d'autres? Ah, complètement. Mais alors là, mais je pense que du coup, enfin, je sais pas si c'est les gènes qui font ça, tu me diras, hein, mais je suis, mais dans c'est plus que de la fascination. En fait, j'ai besoin d'aller vivre au Maghreb. C'est clair. Enfin, mon mari est tunisien, par exemple. Et en fait, la première fois que j'étais en Tunisie et que j'ai dû en repartir, ça a été un déchirement. Mais c'était atroce. Je ne voulais pas revenir en France. Et justement, j'ai essayé d'en parler à des gens autour de moi parce que je me sentais perdue, enfin je me sens perdue là-dessus. Je ne me suis jamais sentie chez moi en France. C'est pas que j'aime pas ce pays, c'est juste que je me sens Mhm. pas connectée à la terre française. Mais alors quand j'étais en Tunisie, waouh, c'était je me suis dit je suis chez moi en fait. Je suis chez moi, c'était évident. Et je ressens pas ça avec les pays du Nord, tu vois, il y a des personnes elles adorent l'Islande, elles adorent la Norvège et je comprends parce que c'est des pays incroyables. Mais quand je suis là-bas, je me dis, wow, c'est pas chez moi, quoi. J'adore, mais je veux pas y rester. Oui, je vois tout à fait, mais c'est vraiment c'est tes gènes en fait qui reconnaissent le lieu ou quand ça parle aussi fort, il n'y a pas de doute, c'est qu'il y a quelque chose qui lie quelque part le corps, l'âme à un lieu ou à une vie passée, quoi. Ou des ancêtres aussi, qui te reconnaissent. Mais je me demande, tu vois, je sais pas toi, où est-ce que tu te sens le mieux et pourquoi ça fait ça, mais tu sais, quand on a par exemple des ancêtres qui viennent, bah, pour le coup, Pologne et Algérie, c'est quand même. Du coup, il y a de la Pologne et de l'Algérie. La Pologne, je m'en fiche, je n'ai même pas envie d'y aller, ça ne m'intéresse pas. Mais par contre, ouais, le Maghreb, en fait, c'est comme si ce côté avait tout pris. Et je me suis demandé, bah, pourquoi ce côté-là et pas l'autre. Et je sais pas si toi, t'as plusieurs côtés aussi comme ça.
En fait, peut-être que pour t'indiquer quelque chose, peut-être que c'est juste une période de ta vie. Peut-être que pour l'instant, tu as besoin des énergies ancestrales de cette contrée et que Mhm. le jour où elle t'aura apporté ce qu'il te faut en termes d'information, je sais pas, de connaissances, de tradition, peut-être qu'un jour tu vas avoir un appel, hop, pour une autre lignée et une autre contrée. J'ai vu ça avec une amie euh, qui est euh, qui est d'origine vietnamienne et espagnole. Mm. Et je sais qu'il y a différentes parties de sa vie où elle a été appelée à un endroit et à un autre. Et ça peut être juste aussi des questions de temps. Peut-être que en prenant de l'âge, éventuellement, tu voudras te lier à une autre part de tes origines. Ça peut être une question de temps. De mon côté, euh, c'est compliqué parce que je suis d'origine française, mais on a des âmes de voyageurs. Mhm. Euh, Personnellement, j'ai jamais vraiment vécu en France métropolitaine. 8 mois de toute ma vie et j'ai 41 ans. Je Wow, suis ok. née à Marseille, donc j'y suis restée 3 semaines, mais après plus jamais. En fait, j'ai vécu seulement aux Antilles, en Guadeloupe, à Saint-Martin, au Mhm. Portugal et quelques années en Suisse. Et en fait, la majeure partie de ma vie, ça s'est passé aux Antilles. Donc, j'ai eu l'impression que toutes ces années, ma maison était les Antilles. D'autant plus que mes parents avant et plein d'autres membres de ma famille avant ont quasiment tous vécu dans l'arc antillais ou en Guyane ou même en Nouvelle-Calédonie. Enfin, on est vraiment très éparpillés. Ok. Et aujourd'hui que je reviens en Europe, bah, c'est une autre partie de ma vie, tu vois. Passé 41 ans, passé ménopausée, j'ai l'impression de trouver une autre moi qui Mm. a envie, elle, maintenant, de se connecter à sa part européenne. Et Mhm. c'est tout nouveau. Donc, tu vois, ça répond aussi un peu à la question que tu posais. Ça peut être un moment de ta vie. Mhm. Ok, c'est intéressant Tu vois, parce que j'ai- vas-y. non, non, pardon, je disais c'est intéressant parce que quand j'en discute avec mes amis, du coup, mes amis proches sont souvent aussi un petit peu intéressés par ces choses-là. Elles me disent toujours, oh, je sais que moi, mon endroit, c'est tel endroit. Et du coup, en fait, on s'imagine qu'il y a que ça, tu vois, et qu'il y a que, par exemple, le Japon ou le Maghreb ou la Norvège, mais qu'en fait, il y aura jamais quoi que ce soit d'autre. Et d'autant plus intéressant, du coup, que tu parles du fait que pour toi, bah, ça a été plusieurs endroits et que là, maintenant, bah, t'es au Portugal, quoi. Après avoir été aux Antilles super Mhm. longtemps et en voyage, et que t'es passé aussi peu de temps en France métropolitaine aussi, je me Bah suis oui, dit, tu vois, j'ai l'impression que la première partie de ma vie, je me suis connectée. En France métropolitaine, j'y suis allée. Bah, en fait, j'y suis restée que 8 ou 9 mois. J'étais à Aix-en-Provence pour faire les écoles d'art plastique. Et j'y suis pas restée longtemps parce que je voulais rejoindre mon chéri qui était en Suisse. Et donc, voilà. J'y suis allée parce que je suis d'origine du sud de la France et que j'avais un peu de famille. Donc, par défaut, ben, j'ai fait quelques mois d'études là-bas. Mais c'est tout. En fait, le territoire français en lui-même, je le connais pas du tout. Très, mm, très peu. La France, je la connais quasiment pas. Moi, j'ai vraiment passé la première partie de ma vie aux Antilles, donc connectée avec les énergies ben, de l'arc caribéen, du milieu d'Amérique centrale, de la mer, des éléments, du soleil. Je sais pas à quelle partie de moi je me suis reconnectée en ayant vécu là-bas, mais une chose est sûre, c'est que à un moment donné, ça n'a plus été l'endroit que j'ai appelé maison. Et qu'en étant maintenant en Europe et au Portugal spécifiquement, eh bien, c'est ici maintenant qu'est ma maison. mm, Tu vois, ça peut vraiment shifter en l'espace d'un an, 2 ans ou 3 ans. Tu peux vraiment shifter dans ta tête, dans tes besoins, dans qui tu es et perdre plein d'anciennes peaux pour devenir quelqu'un d'autre et découvrir une autre facette de tes lignées ou de tes racines. Et aujourd'hui, c'est ici. Et ça veut dire que maintenant que tu es au Portugal, tu te sens profondément chez toi. Enfin, tu te sens vraiment aligné d'être là. Je me sens bien. Je me sens Ok. particulièrement quand je suis sur le terrain qu'on a trouvé, je me sens bien. Je me sens Ouais. exactement là où je dois être. Je suis trop bien. Je veux pas partir. Je veux pas le quitter. Je veux rester assise par terre toute la journée. Euh, c'est fou parce que j'ai juste envie d'y être et de plus bouger.
tu vois? Et, et j'ai l'impression de devenir cette nouvelle Johanna qui découvre la vie dans le froid, la vie à la campagne, la vie avec les saisons, la façon de se nourrir différemment. On en revient à consommer ce que tu trouves sur ton territoire, etc. Mhm. C'est tout nouveau pour moi tout ça parce que toutes les années où j'ai vécu aux Antilles, on mangeait pas comme ça. Ouais. Il n'y avait pas de saison. J'ai jamais eu froid. Enfin, tu vois, tout est nouveau ici et pourtant j'embrasse complètement toutes ces nouvelles facettes qui, il y a quelques années, j'aurais refusé. En me Mhm. disant non, moi le froid, jamais, jamais je retournerai au froid. Mais jamais de la vie, c'est pas ma vie. Moi je suis une fille des Antilles. Ah ben, tu vois, tu peux jamais dire jamais. Tu peux jamais savoir où la vie va te mener et qui tu vas devenir. Moi aujourd'hui, je kiffe être ici. Les paysages, la verdure, la terre, les oliviers, la bouillasse, faire mon potager, couper du bois. Enfin, c'est trop de trucs nouveaux qui sont devenus ce que je suis aujourd'hui, 100%. Et surtout que tu t'as partagé quelques photos là, et je trouve qu'il y a une super énergie dans tes photos. Je vois ça, je me dis, ah, ça a l'air trop bien, j'ai trop envie d'y être. Oui, c'est vrai, tu m'as écrit plein de petits messages en me disant que tu voulais redécouvrir le Portugal et que c'était un endroit qui t'appelait. Oui, ouais, il y a quelque chose d'assez exceptionnel, je trouve aussi dans ce lieu. Enfin, après voilà, ça dépend de nos énergies comme tu disais, mais je suis contente que tu sois bien là-bas. En tout cas, il y a pas mal de francophones qui vont vivre au Portugal ces dernières années aussi. Il y a une grosse expatriation. Mais il fait bon vivre là-bas, quoi. Enfin, c'est un chouette endroit. Ouais, c'est vraiment un très chouette pays qui garde encore son âme d'authenticité et de calme, de bon vivre. Après, ça dépend vraiment de toutes les régions. Mm. Et effectivement, il y a beaucoup de francophones ou de franco-portugais qui désirent aujourd'hui revenir à leurs origines ou à leurs racines, quitter un certain système aussi pour en découvrir un peu plus cool et tranquille. D'ailleurs, ça va être un des sujets d'un prochain rendez-vous podcast avec Elenina. Et je le vois bien dans mes articles et dans ce que je partage, dès que je parle d'expatriation au Portugal, boum, ça pique, ça fait un pic, quoi. Je me dis, mais waouh, qu'est-ce qui se Bah passe oui, avec ce thème, ce sujet ouais. Et je suis assez contente de partager mon point de vue qui est peut-être parfois un peu différent des autres. Et ça parle énormément en ce moment, en tout cas. Ouais. Mm. Bah, ça fait du bien. Enfin, on a besoin des gens comme toi. Enfin, on a de la chance d'avoir des réseaux. Substack, c'est un bon réseau qui est plutôt tranquille. Les gens sont sympas dessus, donc ça fait du bien. Et je trouve que ça a fait un peu de la fraîcheur de recevoir tes messages. Moi, je pense que tu étais l'une des premières personnes à qui je me suis abonnée. Donc, je suis contente que tu as été dans mes recommandations. Et je me suis dit, mais on sent son énergie à travers. En fait, tu sais, quand tu partages tes photos, tes voyages, t'as pas une vie commune comme la plupart des gens. Et du coup, bah, ça fait du bien, quoi. Enfin, je me dis, on a besoin des réseaux pour partager ce genre de trucs. Ça fait du bien. Ça change un peu Oui, notre état d'esprit. ça On fait sent. plaisir ce que tu dis parce que tu sais, parfois on oublie nos qualités, on oublie la vie qu'on a eue et on oublie à quel point, enfin en tout cas je parle pour moi et souvent je le dis à Kevin, mon mari, parce qu'on arrive ici à la campagne et parfois on est en gros décalage avec les campagnards ou les Portugais qui ont vécu là tout le temps et Mm. notre background à nous de grands voyageurs qui ayant habité outre-mer et qui ont eu une vie comme ça et on se dit purée mais c'est vrai qu'on a une vie vraiment atypique, c'est vrai qu'on a tel bagage, c'est vrai qu'on arrive avec ses connaissances et souvent on oublie à quel point on peut être riche d'expériences et c'est valable pour tout le monde. Et du coup, ça me fait du bien aussi quand tu me dis ça parce que ça me le rappelle. Mm. Trop de fois, on oublie et on se dit oh, c'est quoi cette vie? Oh, j'ai rien. Oh, je sais rien faire. Euh, alors qu'en fait, non, on est riche de plein de choses. Absolument. Bah oui, je pense que c'est important que tu t'en souviennes et que tu te dises bah, que même si t'as peut-être pas toujours 500 réactions par post que tu mets, je pense que le peu de personnes que ça impacte, et j'espère que ça va grandir vraiment de plus en plus, mais en fait, ça change quelque chose en elles, surtout si elles te lisent tous les jours. C'est ça qui est bien, je trouve, c'est que une petite note par jour, ça permet aux gens de se reconnecter à ton énergie, à ce que tu partages. Et moi, je sais que tu es l'une des personnes que j'aime le plus lire parce que tu sens à travers vraiment tes posts une énergie de voyageuse, quoi. C'est pas. Enfin, moi, je sais que j'ai besoin de ça. J'aime tellement voyager comme là, je peux pas actuellement. Quand je lis tes trucs, je me dis,
ah, c'est trop bien. Et des fois, je lis un article et je me dis, ah, c'est trop cool. Je me sens revigorée, tu vois. Et ouais, ça fait ça à plein de gens. Oh, ça fait trop plaisir, merci. Merci beaucoup. Ça fait tellement plaisir de recevoir ce genre de... Tu sais, quand tu partages ton contenu sous forme de blog ou vidéo ou quoi, les réseaux sociaux et tout le tralala, et que tu reçois jamais rien en retour, et que tout d'un coup, tu as un petit témoignage comme ça, mais c'est tellement agréable, merci beaucoup. Avec plaisir, c'est sincère et je sais que ça fait du bien parce que sur les réseaux, surtout quand on est sur une nouvelle plateforme et qu'on débute ou quoi, des fois t'as genre des fois zéro réaction en fait quand tu postes un truc et tu dis mais en fait tout le monde s'en fout, finalement je devrais peut-être pas poster et en fait bah tu sais jamais, il suffit d'une personne, ça peut lui changer sa vie. Donc En fait, j'ai appris ça avec les années aussi sur les réseaux sociaux, c'est tu as cette espèce d'audience un peu silencieuse et discrète qui te lit tout le mm, temps. Il y a toujours quelqu'un qui te lit, même s'il met pas de petit cœur, même s'il met pas de commentaire, il y a toujours quelqu'un qui te lit. Et un jour, au bout d'un an, 2 ans, 5 ans, il te dit «Ah, moi je te suis depuis le début et j'adore ce que tu fais.» Mais le mec ou la nana, il s'est jamais prononcé de tout ce temps-là, mais tu sais qu'il a été là au final et tu te dis «Mais il y en a combien comme ça qui se prononcent jamais mais qui sont quand même là en train de me lire.» Et c'est important de savoir qu'il y a toujours quelqu'un qui te lit derrière. Toujours. Même si tu as c'est ça. l'impression qu'il n'y a pas de réaction. Ah oui, ouais, oui. Et du coup, il faut encourager les gens à laisser au moins une fois un petit commentaire au créateur. Je trouve que c'est important de le dire parce que il y a plein de gens qui sont silencieux et enfin c'est ok, tu vois. Mais de temps en temps, mettre un petit commentaire, ça change tout pour la personne qui crée parce qu'elle se dit, ben ouais, il y a des gens de l'autre côté parce que nous on les voit pas. Enfin c'est pas un truc physique. Et ça m'est arrivé comme toi des fois, Mhm. quelqu'un qui me dit après 5 ans sur YouTube. En fait, ta vidéo là, elle m'a changé la vie. Je me dis, bah heureusement que tu me le dis parce que je pensais qu'elle servait à rien et j'ai failli l'enlever. Donc, ok. D'ailleurs, je vais rebondir sur l'une de mes dernières questions, parce que ça fait quand même 1h45 qu'on est ensemble Ouais. toutes les deux. Et tu parles de YouTube. Alors, je voulais te demander, Sarah, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que tu écris et qu'est-ce que tu transmets au final? Parce que on est entré dans le vif du sujet, mais je ne t'ai même pas présenté. C'est pas grave. Oui, bah principalement. Alors là, j'y reviens doucement. YouTube, justement. J'ai commencé sur YouTube en 2020. Donc, bah c'est de la naturopathie, hein, plutôt. Mais j'ai aussi pas mal d'interviews dessus aussi sur différents sujets qui m'intéressaient. Et là, j'ai fait une pause d'1 an suite aux crises d'angoisse. Du coup, là, j'y suis revenue. Donc ouais, principalement c'est YouTube, Instagram, je suis assez active dessus aussi. Où je partage plusieurs fois dans la semaine des posts sur la naturopathie, beaucoup sur les femmes de plus en plus parce que j'ai envie de plus de sororité. Je me dis c'est trop important que les femmes s'entraident parce que c'est ça qui va changer le monde pour moi. C'est vraiment les femmes ensemble, avec les hommes bien sûr, mais plus Mhm. de sororité. Euh, et puis là, c'est pas encore ouvert, mais je suis en train d'ouvrir un site qui s'appelle My Little Jungle, où ça va être un peu plus personnel. J'ai envie de m'émanciper plus de la naturopathie et de parler, mais un peu comme ce qu'on fait là, tu vois. Un peu de vraiment de tout ce qui peut m'intéresser. Et j'ai TikTok aussi, mais j'aime pas trop ce réseau social, donc voilà. Je suis pas trop dessus. C'est surtout YouTube, Instagram, voilà. Super. Bon, je mettrai tous tes contacts de toute façon dans l'article Ça marche. on va coécrire toutes les deux, je pense. Ouais, avec plaisir, avec grand plaisir. J'avais une dernière question pour clôturer. Attends, faut que je la retrouve. Ta, 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 ta. Mince. C'était, je voulais parler de lenteur. Oui, en lien avec la naturopathie, ta nouvelle façon de vivre, de consommer, surtout les plans d'existence que tu connais. Et je voulais toucher du doigt la vie tranquille et la slow life. Et voulais te demander quels sont les domaines de ta vie pour lesquels tu prends vraiment le temps de faire les choses. C'est une super question. Je me suis jamais posé cette question et on me l'a jamais posée, donc c'est hyper intéressant. Euh, pour moi, en fait, c'est un petit peu tout, j'ai l'impression. Euh, parce que quand tu commences à avoir une vie saine, il y a plein de choses que tu arrêtes automatiquement de faire. Alors, je parle pour moi, hein, mais je pense que c'est pareil pour beaucoup de gens qui mangent plus naturel, qui font attention à leur corps, à leur énergie. Par exemple, tu vois, je vais rarement dans des soirées.
Je vais pas plus en boîte depuis très longtemps. Je fais rarement des restos, des bars. Et du coup, en fait, je passe beaucoup plus de temps chez moi ou alors chez des gens, avec des amis. Et en fait, j'ai l'impression que tout s'est un peu ralenti et que ça fait un bien fou, en fait. Et notamment le soir et le matin. J'ai appris à revoir ma relation avec les écrans parce que ben c'est génial, mais ça peut vite être catastrophique. Et du coup, par exemple, le matin, quand je me réveille, je mets un point d'honneur à pas aller sur les écrans quand je me réveille. Parce qu'avant, je le faisais et franchement, tu te rends compte que ça pète ta tête, en fait, dès le matin. Et du coup, bah, le matin, voilà, je fais mes Mm. étirements, je prends le temps et s'il faut que je me lève 1 heure avant, je le fais. Parce que c'est hyper important pour moi, avant de partir travailler, d'avoir mon heure où je me connecte à mon corps, où je respire, où j'ai le temps d'aller dans la salle de bain, me mettre un peu d'huile, ce genre de choses. Et puis le soir, ben, j'arrête les écrans beaucoup plus tôt qu'avant et je lis en fait. J'adore lire, du coup, je lis ou alors parfois j'écris, je note des idées. Des fois, je fais des méditations, j'aimerais bien en faire plus souvent. Et puis je pense que ouais, ma vie en fait en général là, j'ai une vie qui est plutôt lente en fait par rapport à ce que j'avais avant, même dans le travail que je fais. Mon job alimentaire, c'est une jardinerie, donc c'est pas un truc hyper rapide. On est avec des plantes toute la journée, on doit prendre le temps de les baigner. Donc en fait, ouais, en ce moment, c'est vraiment, c'est assez lent, mais ça fait un bien de fou quoi. Enfin, je trouve que tant que t'as pas ça, il y a des choses qui ne rentrent pas. Donc ouais, c'est vraiment ça. Mm. Bon, ça va, tu as une bonne base déjà. Une bonne base. Et Tu as une bonne, ouais, tu as une bonne conscience des choses pour lesquelles tu dois prendre le temps. ça va, ça va. Non, oui, je pense que ça me correspond assez et je sais que ça se termine, mais j'aimerais bien te poser la question en retour aussi pour savoir toi comment tu fais par rapport à cette notion de lenteur dans ta vie. Eh bien, là où je prends le temps le plus, c'est, je pense, le matin, les matins. Euh, les matins, on a la chance de ne pas être obligé de mettre un réveil. Alors, on s'en met un quand même. On en met un à 8 heures. Mais on n'a pas de job, je veux dire, à proprement parler. Donc, on a la chance de pouvoir se lever quand on veut. Mais on prend le temps de se lever, on se prépare notre petit café ou autre chose, ça dépend des périodes. Parfois on n'en boit pas, parfois oui. On se boit notre café et on prend le temps de le boire tous les deux, mon mari et moi, de discuter, de réfléchir, de se réveiller. Et je pense que c'est la partie de la journée où on prend le plus de temps. Après, une fois que cette partie-là est enclenchée, qu'on s'est réveillé, bah, la journée démarre. Mm. La journée démarre, les enfants se lèvent. Eux aussi, d'ailleurs, ils prennent le temps de dormir le matin, vu qu'ils sont en instruction en famille. Super. Donc, on les laisse dormir autant qu'ils veulent. Et bon, en général, ils se lèvent tard. Mais on se couche tard aussi. On a un rythme un peu décalé, mais l'un dans l'autre, bah, on a notre rythme, quoi. Voilà, donc les matins sont lents. Les matins sont très lents. Ils peuvent démarrer. La journée peut démarrer à 11h. 11h midi, clairement. Ouais, Et super. après, par contre, c'est parti. Les habitudes, le train-train, le nettoyage, le rangement, les animaux, les quelques exercices, les Mm. recherches. Voilà, la journée a démarré. Ok. Et à l'époque, alors j'ai envie de dire à l'époque, tiens, c'est drôle par rapport au début de l'interview, à l'époque où on se faisait nos soirées cacao avec mon chéri, parce qu'on avait des rituels de soirée cacao, donc je préparais le cacao et on se faisait nos mini-cérémonies. C'était bien avant qu'on parte en voyage d'ailleurs, bien avant qu'on ait envie de quitter Saint-Martin. On prenait le temps de se faire une cérémonie 2 à 3 fois par semaine. Et là, c'est pareil, on dégustait notre cacao, on posait nos intentions, on faisait le rituel, bougies, encens et grande discussion. Grande discussion du cœur, les enfants, la famille, la vie, qu'est-ce qu'on veut vraiment, où est-ce qu'on veut aller. Et c'est après, ça a toujours été après ces soirées où on a pris le temps que les décisions de nos vies ont été prises. Ok. Et ça, c'était avant. En ce moment, on le fait pas trop. C'était avant. Mais les matins sont les moments les plus lents. Oui. Ok. Ok. Ah, j'adore. Mais c'est ça, enfin, c'est un luxe. Disons que la vie que vous vous êtes créée, elle est géniale parce que ne pas avoir de, comment dire, ne pas travailler pour quelqu'un, c'est une liberté incroyable qui te permet de vivre une vie beaucoup plus physiologique aussi, adaptée à bah, l'humain, quoi, en fait. Donc c'est top, c'est trop bien. Oui, complètement.
D'ailleurs, c'est comme je te disais tout à l'heure, on apprend à vivre avec les nouvelles saisons et on s'en rend compte avec le sommeil justement que là, bah, depuis qu'il fait un peu plus froid, depuis que la nuit tombe plus tôt ou se lève différemment, et ben nos rythmes ont changé aussi. Le matin, c'est carrément plus dur de se lever et pourtant on n'a rien vraiment changé Ouais. de fondamental, mais on voit qu'avec la saison et l'hiver qui vient, et ben le sommeil se rallonge. Mm. On est plus lent, on est plus cocoon, on est plus, ouais, voilà, plus en hibernation, et c'est clairement le cas. Chose Ouais. qu'on n'aurait jamais fait avant aux Antilles. Et là, on se rend compte que vraiment, on est en alignement avec les saisons, avec le temps. Alors qu'en été, c'est pas comme ça du tout. Mhm. Absolument. Ah oui, ça te change, hein, c'est clair. Là, t'as envie d'hiberner quand l'hiver Mm. arrive, il fait soir super tôt. Pas envie d'aller à la plage, quoi. C'est pas pareil. Waouh, on a parlé bientôt 2 heures. C'est trop Oui, bien. Euh, on pourrait encore continuer comme ça, mais bon, on risque de perdre les auditeurs en chemin là. oui, Ou alors oui. il faudrait faire une partie 2. Pour dormir. Bon, bah, c'est génial. Merci Sarah d'avoir été là, d'avoir accepté mon invitation. Et puis, bah, merci à Bah, toi de m'avoir merci. posé toutes ces questions aussi au début. Euh, Ça me permet ouais, de développer un peu plus ce que j'écris et d'en parler de Mm. vive voix, parce que c'est vrai que je suis très textuelle. Mais les podcasts, j'aime bien. Je crois que je vais en faire de plus en plus souvent aussi. Ouais, carrément, c'est une bonne idée. Puis tu les fais bien et t'as un bon micro, donc c'est agréable aussi. Et non, c'était très chouette en tout cas. Merci beaucoup de m'avoir proposé ce moment. Et puis, enfin, j'ai adoré nos échanges. De toute façon, c'est toujours des sujets hyper passionnants de pouvoir parler de tout ça. Enfin, c'est trop bien. Bon, ben parfait. Écoute, je te dis à tout de suite. Et puis pour nos auditeurs, eh bien, si vous voulez avoir plus d'informations sur moi ou Sarah, je vous invite à aller lire l'article qui va être lié à ce podcast ou à cette vidéo sur YouTube. Vous aurez plus d'informations, il y aura les moments clés, il y aura toutes les ressources qu'on a éventuellement citées. Et puis n'hésitez pas à vous abonner aussi sur Substack, puisque c'est là où on est le plus souvent, et c'est là où vous recevrez toutes les autres publications de Sarah et de moi. Et Sarah, je te fais un gros bisou, et on se retrouve juste après pour le débriefing. Merci. À bientôt tout le monde!